Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film dans l'univers cinématographique de DC Comics. Rorschach's Journal. Wait, what? You're like a mile away from me right now. All I see is mouth moving. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. I guess there's a plan for all of us. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Save Martha! Bonne écoute. Why so serious? Bienvenue à Atlantis. Aujourd'hui, on parle de Aquaman et le Royaume perdu, sorti en 2023 et réalisé par James Wan, avec Jason Momoa, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Amber Heard, Nicole Kidman, Randall Park, Temuera Morrison, Dolph Lundgren et Jani Zhao. Je suis Mathieu et peu importe ce qui arrive, je vais faire ce podcast, même si je dois faire un pacte avec le diable pour y arriver. Alors, bienvenue au podcast. Cette semaine, on en revient avec la franchise de DC que j'ai commencé, je pense, en été 2020. Quelque chose de même, là, c'est vraiment la plus longue rétrospective, là, peut-être en ce moment, là, depuis que j'ai commencé là, la franchise là, des MCU, là, mais pour l'instant, là, je veux dire, c'est comme je pense la franchise là, qui n'arrête pas de revenir un peu. Là, puis, dans le fond, on va continuer là, jusqu'à la fin du podcast, là, naturellement. Là. Aujourd'hui, on ferme le DCEU du coup, l'univers là, de Zack Snyder, le Snyderverse peut-être, là, on pourrait appeler ça. Là. Dans le fond, on parle de 15 films qui vont fermer ça. Là. Dans le fond, on a commencé là, avec le film de Man of Steel, Batman vs Superman, Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League, Aquaman, Shazam, Birds of Prey, Wonder Woman 84, The Suicide Squad, Black Adam, Shazam 2, The Flash, Blue Beetle, puis aujourd'hui, ben c'est ça, c'est le dernier film. J'ai noté que Joker et The Batman ne font pas partie là, de cet univers-là. Mais c'est ça, fait qu'on conclut toutes ces 10 années, là, dans le fond, là, règne, en guillemets, là, de Zack Snyder. Aujourd'hui, ben c'est ça, on a un film un peu peut-être transitoire, peut-être pas transitoire, un peu comme Blue Beetle. Dans le fond, on essaie de le déconnecter là, du DCEU. Faut remarquer, dans le fond, le DC Extended Universe, qui est c'est ça qu'on veut terminer. Puis on va s'en aller, là, pas l'année prochaine, mais en 2025, on va s'en aller là, vers le DC Universe. En tout cas, c'est comme ceux qui ont décidé là, qu'ils allaient appeler ça. Pourquoi ils n'appellent pas ça le DCCU, là, genre comme Marvel Cinematic Universe, mettons, là, mais en tout cas... on ferait DC Comics Cinematic Universe, mais là, c'est le DC Universe. En tout cas, c'est juste des termes, là, dans le fond, là, pour un peu se retrouver dans tout ça. Fait que c'est ça, on est rendu à faire, dans le fond, le film d'Aquaman que, ben dans le fond, j'avais parlé là, avec Steven là, de Cinérum pour peut-être qui se joignent à moi là, pour pouvoir parler du film aujourd'hui. Là, ben naturellement, c'est le temps des fêtes, c'est un petit peu plus compliqué. Fait que, dans le fond, là, je fais le podcast tout seul. Ben, j'ai même pas demandé, dans le fond, là, comment que ça avait été de sa part. Là, ça aurait été quelque chose, là, mais en tout cas. Mais c'est ça, à quelque part, le film, suite au premier film là, de 2018, si je me rappelle bien, on avait commencé tranquillement à parler là, d'une suite là, en début 2019. On avait un peu des idées. Jason Momoa aussi, là, c'était un peu impliqué là, pour le fond de l'histoire. Dans le fond, on part avec ça. Suite à ça, le réalisateur James Wan, que j'ai parlé, là, dans le fond, là, avec la série Décadence, puis qui est reconnu aussi là, pour la série Insidious et Conjuring. Que lui, ben c'est ça, il avait réalisé le premier film, puis dans le fond, c'était pas sûr qu'elle allait revenir, mais il gardait quand même un œil sur le projet.
Puis éventuellement, c'est ça. On a eu la pandémie. Lui, il est allé faire un autre film aussi, là, un film Malignant que j'ai pas vu. Là. Mais je pense que c'est un film d'horreur. Là. Je sais pas pourquoi je l'ai pas écouté, mais en tout cas, ça a donné de même. Mais c'est ça. Fait que finalement, c'est ça. Il a repris là, le poste de réalisateur. Aujourd'hui, il va y avoir pas mal de monde là, du premier film qui vont revenir. On va en parler pas mal tout le long du podcast. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que il y a eu la COVID qui est arrivée. Mais on a filmé le film là, pas mal pendant la COVID ou la fin du COVID. Ça a été filmé là, vers l'été 2021, puis on a terminé là, en janvier 2022. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de controverses au travers de tout ça. Là. On va en parler là, pendant le film, mais on a eu beaucoup là, de montage, on a eu beaucoup avec la nouvelle gestion de DC, avec Peter Safran et James Gunn. Il faut remarquer que Peter Safran, il est là depuis vraiment un bout de pareil. Là. Il était là avant James Gunn, dans le fond. Puis il était là vraiment au début là, du projet là, de Aquaman en 2019. Là, fait que, tu sais, ça fait un bout là, qui est là. Il y a juste James Gunn, dans le fond, qui s'est rajouté à l'équation là, pour le futur de DC. Mais, puis c'est ça, dans le fond, dans le montage. Puis, tu sais, dans le fond, on est rendu au 4e film cette année de DC. C'est une autre chose qui est comme, je pense que c'est la première fois que ça arrive, dans le fond. Là, on a eu... Shazam, on a eu suite à ça, on a eu Blue Beetle, on a eu The Flash, puis le film d'aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'affaires, puis de production, puis beaucoup, tu sais, notamment The Flash et le film d'aujourd'hui, tu sais, c'est deux films là, qui sont bourrés là, d'effets spéciaux. Fait que, tu sais, il y a eu un peu là, pas des conflits d'horaire, mais tu sais, on a eu des remaniements là, de date de sortie. Dans le fond, le film d'aujourd'hui devait sortir il y a un an. Mais tu sais, avec la COVID, puis tout alentour de ça, avec le remaniement, la nouvelle gestion, puis tout ça, tu sais, Flash s'est tassé, on a tassé Aquaman 2-3 fois, puis finalement, on s'est ramassé avec l'horaire de sortie qu'on a. On devait avoir... Ça a été une de mes premières questions là, après avoir fini le film, parce que je ne savais vraiment pas comment que ça allait aller. Là. On devait avoir un caméo là, de Michael Keaton là, en Batman. Ça, dans le fond, avec tout le remaniement là, de The Flash, on a dû supprimer son caméo parce que ça ne marchait pas avec la fin de The Flash, mais ça aurait marché avant. Je sais pas exactement c'est quoi. Là, si, mettons, dans le fond, il y a des scènes aussi dans The Flash qui ne marchaient pas avec le film d'aujourd'hui. Comme, en tout cas, en voyant le film de The Flash, puis en voyant un caméo dans un autre univers, tout ça, je sais pas comment ça aurait fonctionné. Je veux dire, est-ce que Batman ne mourrait pas dans la fin de The Flash initialement? Mais j'ai aucune idée. Fait que c'est quelque chose qui m'intrigue rendu là. Aussi qu'on aurait collé le caméo de Batman là-dedans. Puis, fait que finalement, parce que le film d'aujourd'hui se passe après, on aura filmé les scènes de Michael Keaton avec Ben Affleck. Puis, c'est ça. Puis après, finalement, on a décidé, là, ultimement, là, de couper le caméo. Pour une question là, de vraiment essayer de déconnecter. Tout simplement, là, un peu qu'est-ce qu'on a fait là, avec Blue Beetle, essayer là, de pas avoir de lien pour qu'on soit pas dans le DCEU, mais que peut-être une porte de sortie avec le DCU. On confirme pour l'instant qu'on n'aura pas aucun acteur qui va revenir dans le DCU. Dans le fond, on fait vraiment là, clean slate, on recommence à zéro avec le nouveau film là, qui va s'en venir, là, le Superman Legacy. Mais je trouve ça quand même curieux dans le fond là, que pourquoi est-ce qu'on vraiment on s'attarde à ces choses-là, pourquoi pas avoir collé Batman dans le film d'aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'est vraiment tout un peu des questionnements, là, mais ça n'a pas vraiment d'impact là, dans le fond là, sur mes pensées sur le film pareil. C'est juste des curiosités que j'ai. Mais d'après ce que je peux comprendre, il y a peut-être un director's cut que James Wan travaille dessus là, à quelque part. Là. En tout cas, je ne sais pas si, mettons, il y a un an de ça, là, qui travaillait un peu sur un director's cut, peut-être pour inclure Batman ou pas, ou en tout cas faire quelque chose de différent.
Mais c'est sûr que depuis un an, il y a eu beaucoup de choses, là, en tout cas. Fait que j'ai aucune idée là, c'est quoi que ça s'en va là, avec un Director's Cut. Je sais pas si j'ai l'intérêt ou pas, là, mais en tout cas, on en reparlera là, un peu plus tard dans le podcast. Alors, le scénario, selon IMDb, va comme suit. Arthur, alias Aquaman, doit demander l'aide de son demi-frère, Orm, afin de protéger Atlantide contre Black Manta, qui a lancé une armée dévastatrice dans sa quête obsessive de venger la mort de son père. Fait que c'est sûr que, bon, on a une continuité du premier film avec le personnage là, de Black Manta, mais tu sais, dans le fond, on va avoir un peu beaucoup d'idées là, de pollution, changement climatique, on va essayer de jouer là-dedans. Dans tout ça, là, c'est sûr que le fond de l'idée, là, c'est pas mal là, la famille. Là, on a vraiment aussi là, des lignées familiales, des lignées de sang là-dedans, des lignées là, de demi-sang, mettons, avec Aquaman et Orm. Mais on a beaucoup là, de fraternité là-dedans aussi. On a le roi Atlan et Cordax, qu'eux autres aussi, là, ça a assez mal terminé. Bien sûr, Black Manta et son père. On joue un peu pas mal avec tout un peu la lignée familiale, les frères, tout ça. Je veux dire, dans le fond, l'unité familiale, là, dans le fond, là, où on peut partir, puis souvent, là, on est plus fort avec l'unité familiale. En tout cas, c'est un film qui veut pas mal démontrer ça. Mais c'est sûr que, à l'inverse, là, que c'est ça. T'es uni ou t'es séparé. Puis, dans le fond, c'est ça, avec la séparation dans tout ça, là, ça marche pas. Puis, on va jouer ça aussi là, sur l'idée là, dans le changement climatique, où on a même le peuple de la mer, puis on a le peuple sur Terre. Ben, c'est ça, dans le fond, les deux ne peuvent pas vraiment s'entendre. Sur le côté là, dans le fond, on habite tous sur une même planète, mais c'est ça, quelque part, il faut s'entendre pour l'avenir. Fait que, c'est un peu tout ça, un peu là, le côté là, de plus s'unir au lieu là, de partir de chacun sur notre bord, parce qu'en bout de ligne, si, mettons, les humains sur Terre vont à leur tête, ça va amener à la destruction de l'autre partie, puis éventuellement là, de nous tous. Puis c'est pareil pour l'autre bord, si mettons eux autres règnent juste sous la mer, ça va amener vraiment à l'élimination de nous tous. Fait que dans le fond, quand on ne travaille pas ensemble, c'est le chaos total. C'est ça qu'un peu le film là, essaie là, de nous apporter là, sur plusieurs angles. Alors, moi, le film, je l'ai vu 2 fois, là, dans le fond, là, pour le podcast d'aujourd'hui. Je dirais que les 2 fois, là, le cinéma, là, dans le fond, là, j'ai pas pu le voir en première, là, comme que la plupart des films comme je fais. Il a fallu que j'attende, dans le fond, là, je suis occupé avec le travail, puis tout, là, c'est sûr, c'est le temps des fêtes aussi, là, c'est tout échambardé un peu, là, un peu partout. Fait que, il a fallu que je retarde là, mon visionnement cinéma. Fait que, c'est ça. Déjà là, je vois que les salles, là, ça n'a pas l'air d'être un film là, qui va être un gros succès, là, en tout cas. Pour l'instant, je sais qu'il n'est pas très, très rentable. Là. Je veux dire, il a fait là, plus de 126 millions, je pense, là, rendu là, au moment où j'enregistre. Là. Mais c'est ça, on n'est pas sur un budget là, de, je pense, 205 millions. Fait que, il va peut-être faire son argent, là, mais ça va être pas mal kiff-kiff. Mais même là, même s'il fait au plus de 200 millions, ce sera pas un succès là, en bout de ligne. Là, il va perdre de l'argent là, avec tout le marketing par-dessus et tout ça. Là, fait que, mais c'est ça. Fait que, en tout cas, là, je vous base là, sur mes 2 visionnements, puis les 2 est en anglais. Fait que il y a des choses là, qui vont être traduction libre, là, comme d'habitude. Fait que le film ouvre où on a comme une réintroduction là, au personnage là, de Aquaman, joué par toujours Jason Momoa.
depuis qu'on en a parlé là, la dernière fois, là, dans le fond, là, dans le film de Aquaman, non, on a parlé là, dans le fond, à la fin de Flash, pour essayer de lier ça. Il n'y aura pas de lien avec ça aujourd'hui, là, mais en tout cas, je trouve ça quand même assez bizarre. Là. Même James Gunn et Peter Safran parlaient que justement, il allait avoir des liens comme directs là, avec les films d'aujourd'hui. Dans le fond, là, les films s'enchaînent, là, mais il n'y a comme pas de lien vraiment. Là. C'est vraiment étrange. Je pensais peut-être qu'il allait avoir au pire un genre de caméo là, de Flash. C'est sûr que avec les troubles de Ezra Miller, peut-être qu'on a décidé là, de tasser tout ce qui est Ezra Miller. Jason Momoa, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, il est retourné un petit peu pas mal au petit écran, là, mis à part là, son rôle là, de Aquaman, là, ses caméos. Dernièrement, on l'a vu aussi là, dans le dernier Fast and Furious que j'ai pas vu. Là. Je pense que les 2-3 derniers, je les ai pas vus, là, mais c'est ça, il est pas mal actif, pas trop actif. C'est sûr que c'est dur un peu avec la COVID, où ça a comme un peu arrêté beaucoup là, pendant peut-être les productions là, pendant un an, même si on a continué un peu là, plus côté écriture, des affaires de même, là, mais mettons entre 20 et 21, là, il y a des affaires là, qui ont été beaucoup en arrêt. Là, fait que c'est ça un petit peu qui est difficile là, à parler là, dans les derniers temps. Puis comme même le film aujourd'hui là, a été comme construit pas mal là, pendant la COVID. Là, fait que c'est toutes des choses qui sont un petit peu difficiles là, de commencer à regarder les résumés là, dans les 5 dernières années là, pour un acteur. Pour la prestation de M. Momoa, ben, je trouve qu'il est quand même assez à l'aise dans son rôle. Juste avant là, de réécouter là, le film là, pour la première fois, là, j'ai réécouté le film original juste pour un peu me rembarquer dedans, là, juste un peu replacer des affaires. Là, dans le fond, ça n'aura pas changé grand-chose. Il y a des petites affaires là-dedans que je suis content d'avoir écouté le film, pareil, pour avoir un peu une idée. Là, je dirais que je me rappelle pas exactement ce que je disais au podcast là, pour le film. C'est un film qui est quand même assez décousu, le premier film. J'ai eu encore, je pense que c'est dans ça un petit peu, là, j'ai de misère avec l'humour. C'est pas une question là, que je trouvais pas certains éléments drôles ou en tout cas. J'aimais quand même Momoa dedans, sauf que c'est sûr que la chimie entre lui et Amber Heard, c'était pas mal zéro. Mais, tu sais, puis comme, honnêtement, là, c'est un film qui, c'est comme il y a des situations sérieuses, puis qu'il essaie de virer en comédie. Je trouve que on dirait qu'il avait été un petit peu... on dirait que le film était tronqué un peu. C'est comme si on aurait ajouté des scènes pour dire, bon, ben, on a dit qu'est-ce qu'on avait à dire, puis il faut que ça finisse par un punch drôle. Un petit peu comme Justice League, dans le fond, là, la version de Joss Whedon. Fait que... c'est ça que je pensais un petit peu là, quand j'ai réécouté là, le film d'Aquaman 2018 là, en rentrant là, juste la soirée avant là, d'écouter là, le nouveau film. Mais avec le film d'aujourd'hui, ben c'est ça. Sa prestation n'a pas vraiment changé, mais on voit qu'il est un petit peu plus à l'aise. Puis dans tous ces films, la scène d'introduction, là, c'est ça. Dans le fond, on le voit là, en train de ramasser là, des pirates au début du film. Après ça, on voit que finalement, dans le fond, entre les deux films, il y a eu un enfant avec Mera et que c'est dans le fond là, que il y a la misère un petit peu là, à le côté paternel où que son enfant là, il est bon, dans le fond là, c'est pas mal un enfant bien ordinaire là, mais c'est ça, Aquaman a un petit peu de misère avec ça là, vu son train de vie. On voit toujours un peu là, des acteurs qui sont là. On a ramené là, Nicole Kidman dans le personnage là, de sa mère, là, Atlanta. Il y a toujours Amber Heard dans le personnage là, de Mera. Je vais parler là, rapidement là, de Atlanta, joué par Nicole Kidman. Honnêtement, je pensais plus que ça allait être le film où ce que... je pensais même pas qu'elle allait être là aujourd'hui. J'ai comme trouvé ça, bon, elle est là, mais dans le fond, dans la première séquence d'action, je me suis dit, bon, ben c'est beau, on va la tuer ou quelque chose en même là, pour rajouter un peu de drame. Là, ça n'arrivera pas, mais ça va être quelque chose qui va être très commun dans ce film-là, d'essayer de mettre quelqu'un dans le danger mortel et que finalement, cette personne-là est sauvée à la dernière minute ou que finalement est envoyée, là, pas à l'hôpital, là, mais est envoyée à une place pour
sais, comme dire qu'elle est vraiment blessée grave, puis elle va peut-être revenir un peu plus tard, ou dans le fond, elle va être partie pour le film, mais elle a survécu à ça. Pour Nicole Kidman, c'est la première fois qu'elle fait une suite. Dans le fond, ça va être, je pense, la troisième fois là, qu'elle est dans l'univers DC avec le film là, de Batman à jamais. Le premier film d'Aquaman, mais là, c'est la première suite qu'elle a fait là, dans toute sa carrière, là, dans quand même une grosse carrière, puis c'est la première suite là, qu'elle a fait là, comme film. Ceux qu'en général, c'est plus des films indépendants qu'elle a fait, là, des films là, qui n'ont pas de suite. C'est pas que elle fait des très bons films en général, mais c'est ça, c'est des films qui sont plus des films seuls, là, souvent. Là. Puis le personnage d'Omera joué par Amber Heard. Fait que là, c'était la question, qu'est-ce qui allait se passer avec Amber Heard, avec tout ce qui s'est entouré là, de la diffamation avec Johnny Depp et tout ça. En tout cas, j'embarque pas là-dedans au podcast, là, mais tu sais, dans le fond, là, où toute la situation s'est pas mal retournée contre elle, il y a eu des pétitions pour faire sortir l'actrice du film. Tu sais, Warner Brothers dit que c'est, dans le fond, dans tout ça, qu'eux autres, c'est juste tout le temps des clauses dans les contrats, pourquoi ils ont diminué son rôle, tout ça, que dans le fond, que l'histoire a été écrite dès le départ qu'elle allait moins être là dans le film, surtout à cause de la chimie qu'elle avait avec M. Momoa, qui était pas mal inexistante dans le premier film, fait que dans le deuxième film, ben, on a essayé là, de la tasser juste côté scénario. Mais c'est ça, elle de son côté a dit que c'est plus l'inverse, dans le fond, qu'elle a été coupée par la suite des procédures judiciaires là, avec M. Depp. Tu sais, ça a l'air que c'est ça, il y a eu des pétitions, il y a eu genre 4 millions de signatures genre, là, pour la faire retirer du film. Fait que, tu sais, en tout cas, je veux dire honnêtement, là, il faut pouvoir départager l'acteur et le produit et le personnage. Tu sais, en tout cas, moi, c'est ce que je pense en tant que tel. Bon, ben, c'est pas que je veux un tueur ou n'importe quel autre acteur là, qui joue sur un film, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que le film, une fois qu'il a été fait par un tel acteur, puis il a été fait ou actrice, puis que, tu sais, à quelque part, faites le meilleur film que vous pouvez avec ce que vous avez, puis, tu sais, après ça, il faut vous arranger pour plus l'avoir, là. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, c'est ma mentalité. Tu sais, bon, c'est sûr que ça dépend un peu du crime, peut-être aussi, là. Mais... tu sais, à une certaine limite, le personnage reste un personnage aussi. Là. Tu sais, c'est ça, à quelque part. Fait que c'est vraiment quelque chose de touché, je pense, mais tu sais, je veux dire, à quelque part, il doit faire un film. Je veux dire, il y a du monde aussi qui sont rattachés à ça. C'est pas juste la personne en tant que telle. Tu sais, ce qui est plate un peu, là, la manière que c'est fait, là, les films aussi. C'est que tout d'un coup, on va détruire un film pour une actrice au travers. Quand, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dessus puis qu'eux autres vont être impactés par cette chose-là à quelque part. C'est ça qui est plate là-dedans. Fait que, tu sais, pourtant, je me dis, faites ce que vous pouvez en bout de ligne, vous allez être touché de toute façon. Fait que vous avez, vous voulez mettre Mera dedans, mettez-la dedans, puis vous avez vous avez tourné les scènes, tout ça. Fait que montez le film comme qui doit être pour qu'est-ce que le monde demande que ça soit. Tu sais, dans le fond, là, je vais y aller avec un exemple du DC Universe, justement, avec le Zack Snyder's Justice League, dans le fond. Parce que, dans le fond, tout le monde demandait à voir le film de Justice League. Tu sais, ça a l'air que c'était comme gros, tout ça, puis que Warner Brothers comprend pas que la seule manière de continuer, c'est en faisant le Justice League version de Justice League 2, puis de juste ramener Zack Snyder là-dedans. Moi, je sais pas mon dire, à quelque part, je comprends que sur tous les réseaux sociaux, ça dit c'est comme ça que le DC devrait continuer. Par contre, quand c'est arrivé le temps pour montrer tous ces gens-là qui disent que c'est comme ça qu'il faut aller de l'avant, ben, il y avait un film qui s'appelait The Flash, qui disait que ça va être le dernier film du DCEU. Puis ça aurait comme été le temps pour tout ce monde-là de se pointer puis dire, ben non, tu sais, je veux dire, on aime le Snyderverse,
puis c'est le temps de, justement, montrer que ce monde-là, qui est tout le monde, là, ben c'est le temps qu'ils sortent, puis qu'ils aillent voir le film, puis qu'ils s'arrangent pour que le film soit rentable et plus que rentable, pour montrer à James Gunn ou à Warner Brothers ou à n'importe qui que, dans le fond, ce monde-là existe pour de vrai, puis que c'est pas juste des mots qui sont recopiés de tout le monde, puis que, tu sais, dans le fond, que du monde, dans le fond, qui s'en foutent pas mal. Fait que, tu sais, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est des fois, c'est 2 personnes qui font juste du bruit pour 100 000 personnes. Puis, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple que ça dans tout ça pour montrer que, dans le fond, là, tu sais, je ne suis pas en train là, de pardonner à Mme Amber Heard. Là, je veux dire, c'est pas de mes affaires dans le bout de ligne. Je veux dire, c'est passé quelque chose dans leur couple, puis ça devrait rester dans leur, dans leur maison chez eux. En bout de ligne, on n'a même pas d'affaire là-dedans, là, tant qu'à moi, là, mais c'est ça. Quelque part, c'est comme ça que ça marche. Je pense que on est rendu avec un documentaire sur Netflix, tout ça. Là, je trouve ça complètement là, ridicule. C'est complètement là. C'est pas de nos affaires en bout de ligne. C'est une histoire de couple là, qui a mal viré, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. C'est que dans tout ça, là, je reviens là, Mera, à quelque part, que son personnage là, va être atténué un peu aujourd'hui. Là, mais honnêtement, là, avec le premier film, je suis comme content là, qu'elle ait été pas mal tassée. Parce qu'on va avoir un duo qui va être pas mal plus fort, là, mais je vais en parler un peu plus tard. Là-dessus. On voit toujours Tamara Morrison qui revient là, dans le rôle là, du père là, de Aquaman, là, qui n'aura pas grand place aujourd'hui. Il va avoir 2-3 scènes là, à quelque part. Puis quelque chose que j'ai noté, là, puis qui passe dans une ligne, on va même pas nommer le personnage, on va l'appeler Mentor, là, mais je pense que c'est le personnage là, de Vulko, là, joué par Willem Dafoe, qui n'est pas là aujourd'hui. Supposément pour un problème d'un conflit d'horaire. En tout cas, je trouve ça étrange. Bon, si le film aujourd'hui veut comme un peu clore, puis que dans le fond, il n'y aura pas de suite, je me dis, bon, est-ce qu'on devait le tuer? Tu sais, on peut dire juste qu'il n'est pas là. Même si on veut avoir une porte pour une sortie, là, pour une porte de sortie pour avoir un troisième film, quelque chose de même, on peut toujours arriver puis juste pas le tuer. Là. Mais on va le dire dans le conseil là, où ce que Aquaman va assister là, pendant toute l'introduction. Il y a des conseils là, de plusieurs peuples. Je pense que c'est 7 peuples là, qu'il y a dans les océans. Puis c'est ça, on va mentionner que Vulko s'est fait tuer par des humains. Fait que, puis ça donne un peu là, l'idée, on va lancer en face à Aquaman, on va lui dire, pourquoi que tu veux te battre pour les humains ou pour les terriens, je pense, je sais pas si on peut dire ça, parce qu'ils sont sur Terre, mettons, là, au lieu de sur mer, là, les mériens, je sais pas, là, en tout cas, les mériens puis les terriens, j'ai aucune idée. Fait que, dans le fond, on va lui lancer l'idée, pourquoi tu veux les défendre, puisqu'il a tué ton mentor, puis c'est ça, comme je dis, en parenthèse, Vulko. Fait que, je trouve ça cheap un peu. Avec tout le monde dans le film aujourd'hui, là, qui vont être comme sur le point de se faire tuer, puis qu'on va les sauver, pas mal le seul personnage de main cast qui n'est pas revenu aujourd'hui, c'est le seul qui va avoir été tué. En tout cas, à moins que c'est vraiment passé quelque chose de sérieux contre Warner Brothers, qu'on a dit, c'est fini. Je sais pas, moi, peut-être qu'il y a des plans là, dans le MCU puis leur multiverse qu'on va ramener Willem Dafoe comme le Green Goblin là, quelque part, là, puis eux autres ils n'ont pas aimé ça. J'ai aucune idée. Pourtant, on a plusieurs acteurs qui ont joué là, dans le MCU là, aujourd'hui, là, mais je dis n'importe quoi. Je trouve juste ça quand même curieux qu'on a tué le personnage, puis pas de porte pour revenir. On peut toujours arriver, là, puis avec le super succès qu'il aurait peut-être eu le film aujourd'hui, dire qu'on fait Aquaman 3, puis quelque part, il dit, on pensait que tu étais mort, puis finalement, là, qu'ils disent, non, c'est beau, j'ai été dans des grottes quelque part, là, prisonnier, tout ça, puis finalement, je suis correct, là. Ceux qui peuvent faire tout le temps une affaire de même, là, mais je trouvais juste ça comme un peu un genre de cheap shot, là, quelque part, puis
Ben, c'est ça. Quelque part aussi, il faut qu'il y ait une raison pour pas se pointer là, à mi-chemin du film. Fait que c'est ça. On nous place ça, toutes les idées là, de parentage, comment que Aquaman est rendu là, quelques années plus tard. Puis, c'est ça, dans le fond, juste pour conclure, dans le fond, dans l'introduction, on a la musique là, de Rupert Gregson Williams, que j'ai pas écouté la musique à part. Je pense que c'est son 3e film qu'il fait là, dans le DCEU, à commencer là, par le film de Wonder Woman et le premier Aquaman. Pour ce que j'entendais dans le film, par contre, j'aimais quand même qu'est-ce qui était fait. Là. C'est comme un peu le côté électronique là, que j'aime bien. Là. Il y a plusieurs scènes. Là. Je pense que c'est surtout au début. Là, me semble que c'est dans le temps où ce que Black Manta trouve là, le royaume là, de Necrus là, un peu plus loin. Là. J'aime quand même un peu toute ou la bataille là, qu'il y a là, à la suite de ça. En tout cas, j'aime quand même un peu cette la musique électronique, là, mais c'est sûr que, bon, c'est pas non plus extraordinaire, là, surtout quand on vient un peu dans le standard orchestral après ça, tout ça, là, c'est une trame sonore qui, en tout cas, en écoutant le film, j'ai trouvé correct. J'ai pas été emballé, là, puis j'ai pas dit, il faut que j'ai écouté la trame sonore, là, c'est juste les petits côtés électroniques que j'ai bien aimés là, au travers du film, mais à part de ça, là, le côté orchestral là, me laissait un peu à désirer. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est comme c'est un peu. Je l'avais comme donné un. Je ne veux pas dire des éloges, par contre, là, pour sa trame sonore là, de Wonder Woman, mais c'est ça. Quelque part, là, la trame d'aujourd'hui, là, c'est pas la même taille, mettons. Là. Alors. C'est là qu'on a le retour là, de personnage là, de David Kane, qui est toujours joué là, par l'acteur là, Yahya Abdul-Mateen II. Je dirais que, bon, en repensant un peu au premier film, je le trouve un petit peu pathétique comme personnage en bout de ligne. Là. C'est sûr qu'il était comme construit pour être plus gros dans le film aujourd'hui. En écoutant le premier film, là, c'est ça qu'on peut se dire. Mais tu sais, avec je pense qu'il y a 2 combats contre lui, contre Aquaman là, dans le premier film, puis il se fait ramasser. Aujourd'hui, il va y avoir 3 altercations avec Black Manta. Puis, tu sais, c'est comme, à quelque part, ça va toujours finir neutre. Tu sais, ça va continuer un petit peu le côté, là. Bon, je comprends qu'il ne peut pas avoir de combat définitif, final, tout ça, là, à part le dernier, là, pour se ramasser à la fin du film. Ça va devenir comme notre antagoniste principal pendant le film, mais ce qui est plate là-dedans, c'est que, bon, sais-tu, lui, il est possédé un peu au travers de ça. C'est ça un peu qui est comme un peu plate. J'aime quand même un peu le côté over the top, mais subtil quand même que l'acteur va faire sur le personnage. Mais je trouve que ça va être. Ça sera pas comme une grosse présence pour le film. Même si on va comme essayer là, d'en parler tout le long, montrer qu'il est bien dangereux puis tout ça. Je trouve que ça va tomber un petit peu à plat. Je pense qu'on aurait dû carrément là, essayer là, de juste comme l'atténuer. Puis que, je veux dire, qu'il trouve quelque chose. Là. Je comprends que le personnage de Black Manta, c'est un personnage là, qui est le pas mal. Ben lui puis Ocean Master, c'est les 2 personnages là, qui sont reconnus être pas mal là, les Nemesis à Aquaman dans toutes les comics, puis tout, dans le fond, là, depuis la création du personnage d'Aquaman là, en 1941, je peux comprendre, mais tu sais, à quelque part, tu sais, ça tombait à plat la dernière fois, puis aujourd'hui, ça tombera pas, peut-être pas autant à plat, mais ça va être... je sais pas, il y avait besoin de peut-être quelque chose de plus. Il devait pas être juste le. C'est parce que on a tout vu dans le premier film. Fait que c'est comme un peu du recyclé aujourd'hui. C'est ça qui va être un petit peu plate. Je comprends que pour les fans de Black Manta, ils doivent être bien contents. Mais je veux dire, c'est comme les mêmes choses qu'on revoit là, du premier film. C'est comme toujours sa quête de vengeance du premier film. C'est comme, c'est un peu la même affaire que dans le premier film. Il n'y a pas d'évolution, à quelque part, que
qu'il aurait pu avoir. Il aurait pu avoir peut-être même une rédemption, quelque chose de même, puis qu'il n'aura pas en bout de ligne. Il va juste comme décider là, de pas s'allier là, avec Aquaman à la toute fin. C'est. En tout cas, je trouve ça plate un peu. Puis c'est ça, c'est quasiment un drone. Il est quasiment contrôlé. Dans le fond, il y a comme une voix dans sa tête. Ça reste lui, mais c'est ça. C'est comme un peu là, pas très très clair s'il est possédé. C'est parce que là, dans le fond, ils vont trouver là, en Antarctique là, le royaume là, de Necrus. Puis là-dedans, il va trouver là, le trident là, que Cordax avait. Puis en tout cas, c'est toutes des affaires là, des emprisonnements magiques. Puis dans le fond, le personnage de Cordax est pogné là-dedans. Plus tard, on va savoir pendant le film là, que, dans le fond, c'était le frère là, du roi Atlan qu'on avait vu là, dans le premier film. Dans le film aujourd'hui, là, il a été recasté, là, mais c'est. J'ai pas son nom. Là, Graham McTavish, je pense que c'était dans le premier film. Puis là, on a pris un autre acteur. Je me jure, M. McTavish. Il était vraiment là, plein là, dans son horaire, là, mais c'est parce que McTavish, on l'a vu une couple de fois, là, j'en ai parlé là, quand j'ai parlé du film de Rambo de 2008, puis dans le film de Creed aussi. Puis je pense qu'il apparaît dans un des Expendables, si je ne me trompe pas, mais c'est ça, fait que je le parle un petit peu une fois de temps en temps. Mais en tout cas, c'est pas très très important. Personnage, c'est ça. Dans le fond, son frère là-dedans, c'est ça. Il s'est fait. Il est comme emprisonné, puis c'est comme un sortilège qu'il a. Puis la seule manière de sortir, c'est d'avoir d'être en contact là, du sang là, de sa lignée. Dans le fond, d'un côté, c'est quoi? C'est l'oncle ou le grand-oncle de Aquaman, hein, quelque part. Là. C'est un peu ça. Là. C'est tout familial, dans le fond. Là. Dans tout ça, c'est ça, dans le fond, le royaume, il est découvert là, par le docteur Stephen Shin. Ce que je trouvais le fun quand même, quand j'ai écouté le film pour la première fois, puisque je venais de revoir le film d'Aquaman, puis je pense que le personnage de Stephen Shin apparaît pour quelque chose comme 30 secondes, là, puis peut-être même pas, je pense c'est un reportage télé, où ce que justement il parle là, du peuple sous l'eau, puis dans le fond, les Atlantidiens ou quelque chose de même. Là, il parle de ça, puis je pense que c'est juste une scène isolée. Puis que, dans le fond, quand le film, tout d'un coup, quand lui apparaît dans le film, je me dis, c'est le personnage. Là, il y a comme une suite, comme je me suis dit, ça valait peut-être la peine d'avoir vu le premier film pour dire que, ce personnage-là arrive pas de nulle part. Que, dans le fond, on l'a déjà embarqué là, dans l'histoire, dans le premier film. Le personnage là, de Stephen Shin, c'est un personnage qui était quand même assez récent dans les comics, d'après ce que je peux comprendre. Là, c'est un personnage là, qui a été créé là, dans le New 52. Qui n'était pas là avant. Dans le fond, là, on l'apporte là, à l'écran à la dernière fois, mais dans le fond, c'est une création là, très récente. Dans le fond, je regardais ça, là, dans le fond, un peu la création des personnages, là, même Black Manta, puis le personnage là, de Aquaman. Parce que en tant que tel, ça fait tellement longtemps là, que je l'ai couvert au podcast là, que je me rappelais pas bien là, de tout un peu là, toutes les origines de tout ça. C'est sûr qu'au courant des années, là, tout le monde était un peu réinventé. C'est sûr que le New 52 aussi là, a tout réinventé. Là. Puis tout est pas mal souvent basé un peu là, sur le New 52 en tant qu'histoire. Là, c'est comme la plus moderne version. C'est sûr que je pense que par la suite de ça, on a fait la version Rebirth là, dernièrement, là, il y a quelques années. Puis là, c'est comme le nouvel ère là, pour les personnages. Mais tu sais, comme plus tard, là, on va voir un personnage là, joué par Dolph Lundgren, qui est le roi Nerus, que lui aussi, là, c'est un personnage là, qui a été créé là, pour le New 52. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est pas mal ça là, qu'on essaie d'apporter.
Mais il y a quand même là, des clins d'œil quand même là, qui sont faits là, un peu partout là, dans toute la lignée là, de la durée de vie là, depuis qu'on a créé là, le personnage là, d'Aquaman. Puis c'est ça, en tout cas, le personnage là, de Black Manta, ça a l'air qu'il y a eu plusieurs origines. Là. Je lisais un peu là-dessus. Des fois, là, c'est un enfant genre autiste ou qui était comme drillé par des pirates. Puis, en tout cas, je veux dire, dans le fond, chaque version a comme sa version de Black Manta. D'après ce que je peux comprendre, par contre, on ne lui donne jamais vraiment de nom. Je pense que c'est juste peut-être dans le New 52 en début des années 2000 qu'on a finalement là, décidé là, d'y donner là, son prénom. Mais le personnage son nom de famille de Kane, c'est tout nouveau. Là. Fait que c'est ça. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est ça. Malheureusement, j'ai pas lu de comic pour le personnage. Mais c'est ça, je veux dire, à quelque part, là, c'est comme tous les personnages ont toujours été un peu réécrits, là, pareil comme Aquaman a été vu comme genre le super. Tu sais, dans le fond, là, un personnage là, qui vaut rien, dans le fond, là, pendant beaucoup là, de son existence, jusqu'à les années 60. Puis, tu sais, éventuellement, on a essayé là, de réimaginer le personnage un petit peu plus sérieux pour qu'on le prenne un peu plus dans le fond, qui ait un peu plus de valeur, mettons. Mais c'est ça, à quelque part, en repoussant un peu là, les réécritures, les affaires de même là, au courant des années, là, puis finalement, ça donne un peu ce qu'on a aujourd'hui. Un peu un amalgame de genre, un peu de ridicule, mais un côté où ce qu'on essaie de quand même là, le garder sérieux. Là. Fait que dans tout ça, il y a une couple de petites affaires. Là. C'est ma deuxième écoute là, que j'ai remarqué ça, où ce que, dans le fond, quand le docteur Shin, là, accidentellement, il tombe dans une crevasse, il y a un gars avec lui là, qui, lui, se fait attaquer par la créature, se fait, j'imagine qu'il se fait tuer. Après ça, Black Manta et son équipe arrivent, puis... dans le fond, on va se ramasser là, dans le royaume de Necrus, que il faut faire attention, hein, parce que là, je dis le royaume de Necrus, puis on a le roi Nerus, qui est le personnage joué par Dolph Lundgren. Là, il y a un peu, là, ça ressemble beaucoup. Mais le royaume de Necrus, peut-être que je devrais dire là, dans le royaume de Cordax. Là, peut-être que ça va être plus simple. Là, juste pour question là, de pouvoir faciliter là, pour que ça soit plus facile à suivre, dans le fond. Le royaume de Cordax, il va arriver, puis dans le fond, il y a des créatures qui sont gelées, des genres de démons qui sont comme dans la glace. Ils vont faire ils vont prendre des photos, puis il va y avoir un flash, puis ça va faire un son qui va me rappeler là, le film le Texas Chainsaw Massacre. Je sais pas s'il y a un clin d'œil à ça. Plus tard aussi, on va entendre un son, je pense que c'est à la toute fin où on va détruire le vaisseau principal là, qui a le personnage là, de Stingray là, qui est à bord puis qui va se faire comme détruire là, par des ondes là, des baleines. Puis quand le vaisseau là, va comme s'effondrer, là, il va comme tomber là, dans le fond de l'océan, on va entendre comme un cri je sais que c'est pas King Kong de 1976 parce qu'on a réutilisé le film dans King Kong 76, mais ça venait d'un film je pense de dinosaures, de quelque chose de même là, des années 50, quelque chose de même là. Mais en tout cas, moi c'est sûr ça me faisait penser au film de Kong là, mais c'est un son d'archive. Mais tu sais, je me dis, puis plus tard, on va avoir un bout qui va me faire penser beaucoup à Skull Island. Fait que je sais pas si c'était pas un peu là, des petits clins d'œil sonores qu'on a essayé là, de faire. Là. En tout cas, peut-être que c'est des choses qu'on va pouvoir savoir un peu plus tard, mais j'avais remarqué, là, dans le fond, à ma deuxième écoute, là, vraiment juste quand le film là, de Texas Chainsaw Massacre commence, là, le film de 1974, on entend comme c'est un genre de pont un genre de son de porte qui ouvre là, une porte grincheuse, quelque chose de même là. Fait que en tout cas, remarquez ça la prochaine fois que vous allez écouter Aquaman 2. Si je suis fou ou si mettons là, c'est vraiment le son en tant que tel là, qu'on a utilisé comme clin d'œil.
Puis même pour aussi King Kong, là, c'est la même affaire. Là, juste remarquer ça un peu plus loin dans le film. Fait que dans le fond, c'est ça, ils vont ils vont trouver finalement le trident là, de Cordax, qui est un trident noir, puis que dans le fond, lui, il est cassé, puis en le mettant ensemble, ben, c'est là que dans le fond, Black Manta a la vision de Cordax, puis dans le fond, c'est là où il est comme guidé là, par Cordax, puis dans le fond, il peut voir un peu les affaires là, que Cordax, lui, dans le fond, il montre le chemin là, de pouvoir se rendre à Aquaman. Puis dans le fond, son plan ultime, c'est de pouvoir ramener du sang, puis de pouvoir être réanimé. Pourquoi est-ce que Black Manta dit pas quelque part qu'il va juste aller tuer puis qu'il est dans le fond qu'il s'en fout un peu là, de Cordax? Là? C'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être un petit peu un côté de posséder aussi là, qui l'empêche de faire juste ça. Là. Mais c'est ça, fait que il va prendre le trident, puis au courant de tout ça, ben, il va se passer genre 5 mois, puis où ce qu'il va avoir retrouvé là, plein ou avoir créé là, plusieurs machineries qui n'étaient plus en fonction, mais que dans le fond, on va pouvoir avoir repris, puis pouvoir réanimer, puis en tout cas, il va avoir tout reconstruit une armée. Dans le fond, ils vont attaquer là, une genre de réserve là, de Orichalcium, qui est un matériel qui existe, là, qui était, je ne sais pas exactement c'est quoi, là, mais je veux dire, c'est un genre de métal qui, je pense qu'il faisait de l'argent dans le temps des Grecs avec ce métal-là. Là, en tout cas, fait que puis ça va être dans le fond la source là, pour plusieurs changements climatiques là, plus tard là, dans tout le film. Là, c'est ce qu'on va essayer de nous faire croire. Puis c'est ça, au travers de ça, là, on a le personnage aussi là, de Stingray là, qui est joué là, par l'actrice Janie Long, je pense. Janie Zhao, excusez. Puis que elle, est-ce qu'il va y avoir un peu trop de personnages? Honnêtement, je pensais qu'elle allait peut-être virer, elle, comme personnage aussi, là, avec le personnage là, de Stephen Shin, mais finalement, elle vire pas, elle reste vraiment là, vraiment en quête là, d'avoir un succès là, de la mission, mettons. Là. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un peu la contrepartie à Shin, dans le fond, que lui, il est pas à l'aise là-dedans, que dans le fond, il est comme... il est-tu estorqué pour que ça fonctionne? Ben, que dans le fond, qu'il doit aider Black Manta. Pas mal, peut-être un peu, là, si il fait dans le fond son choix en bout de ligne. Tu sais, Black Manta, il y a un bout, il va lui donner l'option à quelque part. Ben, il n'y a pas de problème si tu veux quitter. Tu peux juste essayer là, de te sauver là, dans la jungle de l'île qui sont dessus, puis voir s'il peut survivre. Fait que, tu sais, dans le fond, il décide de suivre Black Manta. Mais c'est ça, à quelque part, tu sais, il n'y a pas c'est juste un peu en contrepartie là, du Dr. Shin, qu'on a le personnage là, de Stingray, qui était un personnage aussi là, qui était créé, je pense aussi, là, dans le New 52. Mais honnêtement, je pense qu'il est quasiment un personnage plus fort que Black Manta. Je dis pas que je la préfère à Black Manta, mais à quelque part, on aurait dû quasiment s'arranger pour qu'elle devienne un autre personnage, puis que finalement, parce que on apporte au moins un nouveau personnage, puis qui est là tout le long. En tout cas, ça fait un henchman assez fort. C'est tout ce que je peux dire. À quelque part, là, qui est dévoué à son maître, je veux dire, coûte que coûte. Mais c'est ça, fait que dans le fond, elle est pas mal tout le temps là, à bord là, d'un genre de sous-marin là, qui a l'air d'un genre de requin-marteau. Là. En tout cas, je mets quand même un peu là, la manière là, que ce vaisseau-là a de l'air, là, avec comme les fenêtres de commande là, sur chaque côté. Là. En tout cas, c'est quand même assez spécial là, comme le design de ça.
Mais c'est ça, éventuellement, là, c'est ça, il attaque là, comme la réserve là, de l'Orichalcum. Puis là, ben, tu sais, on a tous les Atlantidiens qui y arrivent là, pour ben, tu sais, dans le fond, empêcher le vol là, de Orichalcum. On avait vu un peu plus tôt que je pense que c'est le personnage de Topo qui va avertir les Atlantidiens. Là-dedans, on a deux personnages. Là. On a le personnage de Topo qui est une pieuvre. Et au début du film aussi, on avait là, le personnage de Storm là, qui est comme une genre de licorne. Ouais, c'est une licorne, en tout cas, un personnage, là, un genre de bestiole là, dans l'eau, là, qui est comme le compagnon à Aquaman. Là. En tout cas, on a apporté un peu ces personnages-là. Je sais pas pourquoi on a décidé juste de les apporter, mais dans le fond, qui ne servent pas à grand-chose. C'est des personnages qui existent depuis bien longtemps là, pour Aquaman. Mais c'est vraiment juste des clins d'œil un peu là, dans le fond, à leur forme. Mais en tout cas, on a décidé là, quand même de les apporter là, dans cette version-ci. Pourquoi que le personnage, pourquoi que Storm n'était pas plus présent dans le film, là, c'était vraiment juste dans l'introduction. Là, ça, c'est, je sais pas si on aurait dû comme un peu l'apporter plus souvent. Là, c'est quand même un personnage iconique là, avec Aquaman. Mais ça reste quand même pourquoi est-ce que les personnages qui vont super vite dans l'eau ont besoin de transport. Là. Ça, c'est un peu un questionnement que je me suis fait dans le premier film en réécoutant et que je vais m'en faire aussi là, dans le film aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que les Atlantidiens attaquent l'équipe à Black Manta. On a Mera et Atlana là-dedans. Ben, je pensais qu'honnêtement, il y en a un des deux qui allait mourir. Finalement, ben, les deux, dans le fond, la femme et la mère là, de Aquaman là, se font blesser. Mais pas mortellement. Là, ils se font juste comme... Ils se font cogner puis assommer. Là, puis c'est à peu près ça. Mais c'est juste comme qu'il y a un petit peu un temps d'action, un peu, qu'il y ait quelque chose un peu là, pour juste que ce ne soit pas juste Aquaman. J'aime quand même un peu le côté où Mera elle arrive puis elle attaque le vaisseau à Black Manta puis Black Manta il fait oh shit puis tu sais je veux dire il sait qu'il est comme probablement pas de taille pour se battre contre elle mais finalement ben, il va réussir là, à la griller avec son laser là, qui sort de son casque. Mais tu sais le temps qui arrive pour peut-être l'achever ben tu sais il va y avoir quelque chose aussi qui va être répété un peu plus loin dans le film là. Où est-ce que Aquaman va arriver et va dire « Hey, tu touches pas à ma femme. » tu sais, à quelque part, pour dire ça à son Nemesis, il dit « Hey, tu sais, cette personne-là, tu sais, je veux dire, est chère pour moi. » Tu sais, c'est comme, il fait une gaffe là. Mais bon, ça n'aura pas vraiment d'incidence parce qu'il n'y aura pas de suite à ça en bout de ligne. Tu sais, il n'aura pas décidé là, d'aller l'attaquer là, sur son lit d'hôpital, là, en guillemets, là, un peu plus tard dans le film. Fait que, tu sais, il va y avoir beaucoup d'affaires qui vont être tout le temps répétées pendant le film. Fait que, tu sais, le moment où Aquaman arrive à la dernière seconde pour la sauver, ça va se répéter, je pense, encore 4 fois, genre, pendant le film. Aquaman qui va se mettre à la poursuite là, de Black Manta, puis qui va avoir un genre de rayon là, qui va sortir là, du sous-marin là, pour assommer Aquaman. Ben, ça va arriver 2 fois, là. Puis vraiment, littéralement, là, la même affaire. Là, c'est vraiment étrange comme choix. Je comprends que des fois, on essaie là, d'avoir une idée qui se clôture, mais de refaire la même affaire plusieurs fois pendant le film, je sais pas si ça va avec l'idée de des fois, quand on fait une affaire tellement souvent que ça en redevient drôle. Tu sais, un bout, on trouve ça... genre tu viens de refaire la même affaire tout ça, puis après un bout tu trouves ça drôle parce que c'est rendu tellement ridicule de refaire la même affaire, mais dans ce cas-là c'est juste 2 fois, je veux dire ça tombe à plat là, comme idée là. Mais c'est ça, fait que c'est
Fait que dans le fond, Black Manta va réussir à partir de là. Tout le conseil là, des royaumes marins, ben eux autres, là, dans le fond, sont pas trop sûrs avec le règne là, d'Aquaman là-dedans. Ils vont dire hey, t'es même pas capable de protéger ta famille. Fait que comment tu veux que. Ils disent pas directement, là, je pense qu'ils sont en train un peu là, de tout se monter là, contre Aquaman, là, mais c'est ça. Ça sème le doute un peu là, que lui, dans le fond, c'est un bon roi. Là. On veut essayer là, d'embarquer ça là, dans la tête. Puis, ultimement, ça n'a pas vraiment d'impact dans le film. Là. Ultimement, il y a les royaumes qui sont quand même. Il y en a de la moitié là, qui sont quand même sur le côté là, de Aquaman. Qui vont le supporter, mais. On voit qu'il y a quand même une genre de guerre civile peut-être qui se prépare, là, qui n'aura pas lieu. Là. Alors, avec Black Manta qui est parti, puis qui ne savent pas exactement où ce qui peut se cacher, l'idée va être d'aller consulter Orm, parce que Orm, il pourrait savoir où ce que, dans le fond, il va apporter là, l'oracalium. Puis c'est ça, à quelque part, ils sont pas trop sûrs là-dedans. Là. Il y a le roi Nérus là-dedans, là, qui sont tous là, un peu là, contre cette idée-là. Parce que c'est un traître, là, dans le fond. Puis, dans le fond, là, il y a comme des pactes avec genre des démons du désert. Puis, dans le fond, qui peuvent pas le libérer de même. Là, puis c'est comme tous les traités qu'ils ont, où ils peuvent pas faire ça. Fait que Aquaman va être envoyé, là, on va lui donner une soute de prédateur, là, où il va avoir une soute bleue, là, qui est un genre de clin d'œil à une soute qu'il y avait là, en 1986, là, où il faisait qu'il pouvait devenir invisible. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir ça sur la tête, là, c'est juste la soute. Là. En tout cas, c'est un petit peu n'importe quoi, là, mais tu sais, on nous embarque qui devient invisible. Personnage là, de Orm là, ou Ocean Master là, qui est toujours joué là, par Patrick Wilson qui tu sais, dans le fond, c'est encore un personnage qui revient du premier film, acteur qui revient du premier film. Ça va être, tu sais, la dynamique, ça va être ça. Tu sais, dans le fond, dans le premier film, on avait passé à côté, je pense, on a essayé de faire quelque chose avec Amber Heard et Jason Momoa. Aujourd'hui, ben, ce film-là va rattraper pas mal qu'est-ce qui s'est passé là, dans le premier film. Ce qui ne marchait pas, ben, honnêtement, je trouve que la chimie marche très bien entre les deux. Patrick Wilson, depuis qu'on a parlé là, dans Aquaman, ben, tu sais, qu'est-ce que Mission Impossible est pour Tom Cruise? Ben, dans le fond, les franchises Insidieux et Conjuring, c'est la franchise pour Patrick Wilson. Lui, dans le fond, est revenu, je pense, en avant et en arrière là, de la caméra là, dans les deux franchises. Dans le fond, c'est pas mal, c'est comme son gagne-pain, quelque part, là, pour ces deux franchises-là. Mais c'est ça aussi, je pense que j'en avais déjà parlé aussi là, je l'ai parlé là, dans Aquaman. C'est un acteur que, bon, c'est pas nécessairement là, le meilleur des acteurs, mais ce qui va être important aujourd'hui, c'est que ça va bien embarquer là, dans le fond, là, tout comme leur historique avec le premier film. Ça va être ça va bien aller là, pour le film aujourd'hui. Puis je dirais que je pense que c'est peut-être quasiment mon personnage préféré du film. Honnêtement, avec tout comment qu'il va... comme son changement de personnage. C'est cliché, à quelque part, là, il va évoluer pendant le film. Où qu'au début, là, il va détester Aquaman. Puis il va dire « Appelle-moi pas frère, t'es pas mon frère. » Mais ça va être tout ça un peu tout le long du film. Mais tranquillement, pendant le film, il va comme évoluer. Puis même plus tard, avec le roi Nérus, où le roi Nérus, il fait pas confiance. Puis ça, c'est peut-être une petite passe que je me suis dit, on a essayé de nous tricher. Puis bon, j'aurais quasiment aimé ça finalement, qu'il y ait toujours un peu le plan où il était pas il était pas honnête tout le long.
honnêtement, j'aurais pris dans les deux. Tu sais, c'est peut-être pour ça, quelque part, là, que j'aime le personnage aujourd'hui. Si, mettons, il aurait viré... tu sais, virer machin à la fin, ça aurait été... parce qu'il est genre possédé un peu. Celle-là, je l'ai... Tu sais, j'aurais pas aimé ça, quelque part, que finalement, ça aurait été comme le machin du film, là. Ça, j'aurais pas aimé ça. Tu sais, ça aurait fait un petit peu comme Flash, un peu aussi, parce que tu sais, le compagnon, pendant tout le film, finalement, c'est l'ennemi final. Là. Ça, j'aurais pas aimé ça. Honnêtement, là, ça tombait un peu à plat à la fin de Flash. Puis ça aurait tombé à plat encore là, dans le film aujourd'hui. Bon, on a Black Manta, on a Kardax quelque part là-dedans. On n'est pas trop sûr c'est qui à la fin. Il y a un bout de ses armes. C'est comme un peu tout le monde à la fin. Là, on va en parler tantôt, là, mais c'est pas nécessairement mieux. Là. Mais c'est ça. À quelque part, je pense que comme ça, toute son évolution pendant le film, quelqu'un se ramasse sur l'île vers la fin où il commence à courir, que je veux dire, il a les bras sur les côtés, puis Aquaman il dit qu'est-ce que tu fais là? Faut que tu apprennes à. Pour courir, il faut que tu fasses aller là, tes bras, pareil comme que tu fais aller tes jambes. Tout d'un coup, je veux dire, c'est tous des petits choix là, que j'ai aimés pendant le film, là, que l'acteur, je sais pas si c'est juste lui qui l'a fait, là, mais que j'ai quand même aimé là, comment que ça a été apporté. Là. Puis, c'est ça, dans le fond, on l'a comme ramincé, mettons, là. Pour son introduction, pour montrer là, que ça fait plusieurs années là, qu'il est dans les bas-fonds, là, dans le désert, puis que dans le fond, il est torturé, puis je veux dire, on lui donne juste un peu assez d'eau pour survivre. Puis, dans le fond, c'est juste qu'il faut qu'il y ait un petit peu, finalement, il faut qu'il soit juste comme dans l'eau pour qu'il retrouve tous ses pouvoirs. Ça va être, c'est ça, Aquaman qui va aller le sauver. Ils vont. Dans le fond, on lui a donné aussi là, Topo pour l'aider, mais qui ne servira pas à rien en bout de ligne. Là, c'est juste qu'ils vont l'accompagner là, pour quelques scènes, mais ça va être tout. Là. On a eu, comme tous les démons là, qui vont les attaquer pendant qu'ils sont dans le désert. Là, c'est des démons, c'est un peuple. Là, en tout cas, c'est comme un peu la même affaire qu'on va revoir vers la fin du film, là, mais c'est pas le même peuple là, en tant que tel. Là. Mais en tout cas, c'est. Jason Momoa là, va le traiter là, d'une coupe de noms là, pendant le film. Là. Au début, il va l'appeler Castaway, là, en référence au film là, de Tom Hanks. Il va l'appeler Lucky. Celle-là, je l'ai trouvé drôle un petit peu parce que, je veux dire, bien sûr, avec Marvel, à quelque part, là, puis c'est peut-être là où est-ce qu'on a implanté l'idée aussi, est-ce qu'il va le trahir à la fin ou pas? Ce qui est le personnage de Lucky, à quelque part, qui change vraiment jamais. Là. En tout cas, j'ai pas vu la dernière série, là, mais il y a toujours un côté où est-ce que tu penses qu'il s'en va sur le bon côté, puis en bout de ligne, ben il y a toujours son agenda séparé, là, puis c'est peut-être pour ça aussi je pensais qu'elle allait avoir son agenda séparé, mais j'ai trouvé ça peut-être un petit peu brillant là, comme idée, là, d'avoir implanté cette idée-là, puis que finalement, ben, à la fin, avec le roi Nérus, ce qui va vraiment laisser le roi Nérus mourir, là. Mais c'est ça, fait que ils vont se sauver de là, ils vont se rendre là, dans l'eau. Ils vont se ramasser avec une citadelle là, qui a coulé. En tout cas, je pense qu'ils appellent ça là, le Sunken Citadel, là, quelque chose de même. Il va y avoir le Kingfish là, où ce que lui va pouvoir les rediriger vers l'ancien royaume, là, où ce que, dans le fond, qui ont vu Black Manta, ils savent où ce que Black Manta est. Kingfish qui est joué par Martin Short, que je trouve ça drôle parce que la semaine passée j'ai parlé de lui, le genre d'acteur que je pensais jamais parler au podcast pour aucune raison, là. Puis la semaine passée j'ai parlé de lui là, quand j'ai parlé là, des films de Joe Dante, le film de Inner Space qui était avec Martin Short, juste comme un hasard de même là. Je trouvais juste ça drôle. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond avec le Kingfish, je trouve ça intéressant un peu le côté qu'ils vont utiliser là, comme un casque de scaphandre, puis que dans le fond, il va y avoir de l'eau dedans, mais que ils vont comme ils dire, regarde, répondre à nos questions, où ce qu'il est Black Manta, puis comment c'est rendre.
Puis que dans le fond, dans le casque, ben, ils vont mettre de l'air dedans. Puis que dans le fond, le Kingfish, lui, il ne pourra pas respirer. Mais c'est comme l'inverse. Je trouve que l'idée était brillante, pareil, là, de faire ça. Ça aurait pu être. Ben, c'est ça. Je trouve que c'était juste comme une idée inverse là, de nous autres, dans le fond. Là. Fait que. Ils vont se ramasser là, sur. Bon, c'est l'île au diable, quelque chose de même, là, mais tu sais, ça fait vraiment penser à Skull Island. Puis il va y avoir plusieurs clins d'œil à Skull Island, tant qu'à moi, là-dedans. Où ce que finalement, ben, ils vont se ramasser là. Il va y avoir des animaux ou des insectes qui sont rendus super gros. On a un gros papillon. Qui va se faire manger par une plante, puis après ça, il va y avoir un gros rat qui est dévoré là, par plusieurs sauterelles. Il va être attaqué par des sauterelles, tout ça. En tout cas, ça fait vraiment penser à King Kong 33 ou la version là, de Peter Jackson. Mais tu sais, bien sûr, King Kong, il y a la fameuse scène avec le tronc d'arbre pour traverser là, dans les 3 versions. Dans le fond, là, on a cette scène-là. Puis, tu sais, bon, on va avoir mis une statue, mais c'est un peu la même affaire rendue là, tu sais, où ils vont devoir traverser comme une grosse, un genre de crevasse, là, puis à quelque part, ben, tu sais, c'est comme ça, tout le monde qui va suivre, là, ben, tu sais, pourront pas traverser, là, dans le fond, dans ce cas-là, c'est les sauterelles, mais c'est ça, tu sais, on fait juste comme un peu, là, c'est clairement un clin d'œil, c'est pour ça, en même temps, je me dis, à la toute fin, c'est probablement un clin d'œil à King Kong qu'on a fait avec le sous-marin qui coule, plus que n'importe quel autre clin d'œil. Mais tu sais, je pourrais me tromper, là. Tu sais, on a un réalisateur de films d'horreur pareil, là, à l'origine. Fait que, tu sais, il y a des origines de films d'horreur, même s'il il a réalisé, là, je pense qu'il y aurait un des Fast and Furious. Tu sais, il a fait le premier Aquaman, puis le film d'aujourd'hui. Il y a quand même des racines dans le domaine de l'horreur, là, avec aussi les insidieux, les décadences, puis conjuration. Là. Fait que, tu sais, tout est là un peu, là, dans le fond, là, pour le réalisateur. Pendant ce temps-là, ben, on a Shin, c'est ça, tu sais, il n'est pas trop certain, il y a un bout où ce qui se rend compte là, que Black Manta est peut-être possédé, tu sais, on voit Black Manta que lui, il regarde dans le miroir, mais tu sais, il voit Kordax qui parle, tu sais, dans le fond, il répond tout ça, tu sais, il a l'air plus est en train de virer en folie. Éventuellement, Shin va réussir à prendre le trident. Puis, c'est ça, à quelque part, tu sais, le trident, il peut être utilisé comme par tout le monde. Là, tant qu'il essaie de le coller ensemble, c'est comme là, c'est un nouveau qui peut comme ça transférer là, de personnes. En bout de ligne, je pense que Kordax, il veut juste revivre, là, puis c'est tout, il s'en fout, c'est qui, là. Puis, je veux dire, ça a du sens à quelque part. Là. Il n'a pas décidé qu'il a mis tout son argent là, sur Black Manta. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est notre duo là, de Aquaman et Orm vont retrouver là, finalement le repère là, sur cette île-là où ils sont en train là, comme je sais pas ce qu'ils font avec leur calcum, là, mais dans le fond, c'est là où ils sont comme supposément à la racine là, de les changements climatiques là, à partir de là. Je ne sais pas si c'est supposé d'être qu'est-ce qui se passe là, dans toutes les dernières années ou pas. Là, le changement climatique, là, ça se produit là, depuis pas mal avant le film d'Aquaman, là, mettons. Fait que, tu sais, ça a comme pas de lien, mais c'est peut-être pour accélérer là, les affaires. Là. En tout cas, c'est juste pour montrer là, que c'est pas bon là, qu'il continue à faire là, ses activités, puis que dans le fond, c'est quoi exactement son plan? C'est quoi exactement qu'il veut faire Black Manta? T'sais, dans le fond, il veut attirer, mais pas attirer à Aquaman. T'sais, il sait qu'il va le trouver ou pas, mais il faut qu'il essaie de l'avoir pour Kordax. Peut-être avec juste toutes les en faisant là, des problèmes là, dans l'océan, ben, ils vont finalement le trouver, quelque chose de même. Il y a juste, si son plan, c'est vraiment de le tuer,
qui juste qui l'appelle pour l'attaquer carrément, pour qu'il fasse un duel là, face à face, quelque chose de même. Il me semble qu'il n'y a pas besoin de commencer à jouer à cachette rendu là. Mais bon. Fait que c'est là où on va avoir pas mal le deuxième affront. Il y a le Dr. Shin là, qui va comme un peu savoir allier avec Aquaman et Orm. Là. Dans le fond, là, c'est très bref. Ça va être comme interrompu là, par Stingray là, qui va intervenir. Mais c'est ça, quelque part, ils savent pas que Shin a vraiment, là, dans le fond, qui n'est pas avec eux autres. Mais il va être comme forcé pareil. Mais ça ne sera pas au moins du côté des machins. Là, il va y avoir comme un Stingray, là, elle va prendre une des grosses machines là, pour dans le fond, là, essayer là, d'attaquer Aquaman et Orb. Finalement, ils vont faire une passe là, à la Empire Strikes Back là, avec les quadripodes impériaux. Ils vont comme y attacher les jambes, là, puis finalement, Aquaman, je pense qu'il va lui donner un coup là, d'une autre machine, puis finalement, la machine va tomber. Ils vont comme la défier, là, comme ils vont la battre. Là, dans le fond, elle va survivre à cette séquence-là, mais ça va être pour que la prochaine fois qu'ils vont la voir, ça va être les baleines qui vont terminer avec le personnage. Là. Fait que, c'est comme elle aurait dû quasiment mourir là. Mais c'est comme s'ils veulent pas vraiment avoir un personnage qui meurt à l'écran aussi. Là. C'est comme ils veulent peut-être garder la porte ouverte parce que, dans le fond, techniquement, on ne la voit pas mourir à la toute fin, là, mais comme elle est battue à ce moment-là. Là. Fait que on a Black Manta qui décide là, d'affronter là, Aquaman et Orm. Puis, bon, Orm il dit bon, c'est beau, moi je vais aller me battre contre Black Manta. Mais finalement, Black Manta le ramasse assez rapide. Ils vont se battre un peu. Puis, il va y avoir encore le moment là, qu'on a vu au début là, avec Mera qui manque de se faire tuer par Black Manta. Mais que là, c'est Orm. Puis, en tout cas, on pense peut-être que Orm va se faire tuer. J'écoutais le film la première fois, je me suis dit, ben là, on me semble qu'on vient de. Ça fait quelques scènes, ça doit faire peut-être 20 minutes, une demi-heure là, qu'on voit Orm, puis là, tout d'un coup, on le tuerait. Je comprends que ça serait une motivation pour Aquaman ou quelque chose de même, mais je trouve qu'il y avait quelque chose qui marche pas. Là, je veux dire, ça serait comme trop vite. Puis, j'aurais pas comme le sens là, que le personnage a été accompli. Là, il y avait quelque chose à apporter. Puis surtout qu'il n'arrête pas de dire appelle-moi pas mon frère, quelque chose de même. Puis je pense qu'on n'était pas rendu là, pas à cette étape-là du film. Fait que si mettons il serait mort la scène dans cette scène-là, puis qu'il y aurait une scène où il meurt, puis il aurait dit tu peux m'appeler mon frère, quelque chose de même, là, ça n'aurait pas marché. Tout ça pour dire ça, là. Fait que Orm, quand il est sur le point de se faire tuer, il va se faire sauver là, par le roi Nérus Dolph Lundgren, dans le fond, là, qui est à la rescousse. Finalement, ça va finir qu'encore Aquaman aussi, là, il va être à la poursuite là, de Black Manta, mais qu'il va avoir encore un rayon qui va l'assommer, puis c'est ça, rendu là, l'histoire se répète, là, pareil comme la première séquence, là, la première bataille là, au début du film. Fait que c'est ça, dans le fond, là, on a un peu là, les peuples là, qui vont se réunir là, pour peut-être là, comprendre là, que il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Là. Alors, on a les peuples là, qui commencent un peu à s'unir. Là-dedans, on a le Brian King, qui est un genre là, de pas un crabe, là, mais un homard, que... Je pense que, dans le fond, parce que je pense que c'est lui, là. Je ne suis pas trop sûr. Là, j'essaie de placer des acteurs avec les noms et tout ça. En tout cas, qui dans le fond, la personne qui apporte sa voix, là, c'est John Rhys Davies, que j'ai parlé cet été là, avec Serge de TSLP, là, qui en a parlé là, du dernier Indiana Jones. Puis le premier et le troisième Indiana Jones aussi, là, puis que dans le fond, l'année passée, je pense que j'ai parlé là, de Lord of the Rings. Fait que c'est lui qui apporte la voix là, pour le Brian King. Mais, bon, c'est que pour montrer un peu là, que le monde commence à s'unir un peu contre le retour là, de Cardax.
Fait que, dans le fond, avec tout ça, ils réussissent à trouver là, où ce que, ben, où ce que Black Manta se cache dans le royaume là, de Necrus. Mais avant tout ça, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, ils ont déduit que, dans le fond, qu'ils avaient besoin là, du sang familial, dans le fond, là, pour réanimer Cardax. Fait que, tu sais, il sait que, dans le fond, dans la lignée de sang, ben, tu sais, au tout début du film, moi, honnêtement, la première écoute du film, là, c'est comme je l'ai carrément oublié, là, le bébé d'Aquaman. Tu sais, on nous l'a montré au début, là, puis je me suis dit, ben, il va revenir plus loin, puis je me casse un peu la tête là, à quel point qu'elle allait revenir. Puis c'est là, dans le fond, il revient pour cette scène-là. Il revient là, juste pour que, dans le fond, qu'il y ait quelque chose pour attirer Aquaman. Puis que, tu sais, bon, il aurait pu faire ça avant. C'est comme un peu, là, juste comme pour la fin, pour un peu rajouter du drame, là. Mais Black Manta va aller chercher là, le fils là, d'Aquaman. Dans les comics, ça a l'air que Black Manta a déjà tué là, l'enfant là, d'Aquaman. En tout cas, ça a l'air que ça s'est fait. Mais ça se voit pas aujourd'hui. J'aurais pas vu ça, honnêtement, se faire aujourd'hui. Là. Le film n'est pas assez sombre pour pouvoir aller là, dans cette note-là. Peut-être pour tuer un personnage principal, mais pas pour tuer un bébé, honnêtement. Là. Est-ce qu'on aurait pu tuer Tomorrow Morrison, le personnage de Tom Curry? Bon, on aurait pu le faire en bout de ligne, là, il ne servait pas à grand-chose. Peut-être qu'au moins, on aurait pu faire ça. On lui donne comme une scène que peut-être qu'il va se faire tuer, mais que, tu sais, dans le fond, on part avec une autre scène. Puis, finalement, ben, on revient là un peu pour nous dire, bon, finalement, il est juste hors de danger, puis, tu sais, il est juste blessé grave, là, puis c'est tout, là. Bon, tu sais, je veux dire, c'est comme on a eu Atlana, la mère à Aquaman, on a eu Mera, on a eu Orm, on a eu Tom Curry, que, tu sais, je veux dire, puis là, tu sais, plus tard aussi, on va avoir le bébé là, d'Aquaman, on va avoir, voyons, Arthur Junior. Tu sais, bon, je comprends que dans les films, il faut faire du drame, tu sais, il faut créer du suspense, mais tu sais, il va y avoir comme vraiment un moment pour chacun qui vont peut-être se faire tuer. Tu sais, on sent qu'il y a comme un peu le moment de drame qui est comme le ralenti. Il va se faire tuer à ce moment-là, mais ils font pas. Tu sais, bon, je sais pas si je peux pas en rire à quelque part. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est rendu un peu un gag, rendu un bout, là, tu sais, qui est comme qu'on le tue, mais que, ben, tu sais, dans le fond, que finalement, il est pas mort, tout ça. Est-ce que à chaque fois, je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être cette fois-là qu'on va tuer quelqu'un. J'aurais peut-être aimé ça, finalement, qu'on en tue un à la fin, là, tu sais, juste pour une question de drame, là, mais bon. Tu sais, honnêtement, là, Tomorrow Morrison qui sera mort, là, j'aurais dit, bon. C'était un peu ça aurait été comme un. C'est sûr, ça aurait fait un cheap. Ça aurait été cheap en bout de ligne parce que, tu sais, on l'a pas vu du film. Tout d'un coup, ben, tu sais, on le tue de même, là. Fait que, bon, ça aurait peut-être été cheap un peu, mais ça aurait été comme peut-être le plus logique ou même la mère là, d'Aquaman. Mais, tu sais, bon, je pense qu'on veut vraiment s'ouvrir la porte là, pour un troisième film, mais, tu sais, honnêtement, rendu là, je sens quasiment qu'aucun personnage est en danger. On veut vraiment ramener toute la gang. Techniquement, si on voudrait faire un troisième, qu'on fera pas, mais si mettons, il y aurait eu un super succès, je pense pas que James Safran et excusez, je mélange les deux, Peter Safran et James Gunn voudraient faire une suite, pourraient fermer les yeux si mettons il y aurait un super succès là, comme le film original. Là. Si mettons ça aurait été ça, ben je suis pas sûr qu'il aurait pu comme abandonner l'idée là, de dire bon ben là, il faut faire un troisième, on n'a pas le choix. Là. Fait que ils vont se ramasser là, toute la gang là, au royaume de Necrus, là, dans le fond, là, pour arrêter toute la fin du monde. Là, dans le fond, là, tout film de super-héros doit finir de même quasiment là, avec la grosse scène, scène d'action, de bataille, tout ça. Ce que je vais aimer, c'est que ça va être pas mal mis à l'écart. Je veux dire, il n'y aura pas vraiment beaucoup de temps. Là. Ça va peut-être être 2-3 minutes là, qui va être apporté là, pour, dans le fond, les Atlantidiens. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut que je les dise. Les Atlantiens ou Atlantiens, quelque chose de même.
Mais c'est ça, à quelque part, ça va être très limité comme combat là, d'effets spéciaux, de tout le temps de grosses batailles générales, de tout ça. Ça va être les démons là, que Black Manta il a réussi à faire partir. Là. En tout cas, je pense que c'est ça, à quelque part, là, il a réussi à les libérer. Sinon, c'est les armées du désert qui est dans l'eau. Je sais pas trop. Là. Ça me fait penser, entre les deux films, je n'ai pas parlé tantôt, on avait peut-être commencé à penser aussi à faire un film spin-off entre-temps, entre Aquaman 1 et Aquaman 2, là, un film qu'on a rappelé The Trench, qui est comme il y a un bout là, où Aquaman là, est attaqué là, par des hommes poissons. Puis c'est ça, dans le fond, on aurait fait quelque chose là. C'était comme ça virait un peu horreur là, dans ce coin-là du film. Puis je pense que c'est ça. On aurait fait un film là, dans cette. Comme un spin-off là, avec ce peuple-là. Un film à plus petit budget, mais je veux dire, dans le fond, c'est pas un peu pour élaborer l'univers. Fait que c'est bon, c'est peut-être un peu là, c'est pourquoi aussi qu'on a tout le temps un peu là, des esprits démoniaques, tout ça. Je veux dire, il y a quand même toujours le côté horreur qui arrive, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. En bout de ligne, là, nos principaux, nos acteurs, dans le fond, ils sont à part là, de tous les Atlantidiens. Là, puis dans le fond, tout le monde qui se bat là, contre l'équipe à Cardax. Pour finalement se ramasser avec un face-à-face avec Black Manta. J'aime quand même un peu le début du combat, là, dans le fond, où on a Aquaman puis Black Manta qui se battent. Je veux dire, ça doit durer à peu près là, 20 secondes, les deux vont se battre. Là, mais j'aime quand même un peu la chorégraphie là-dedans. Là, mais finalement, Aquaman se fait ramasser. On a Orm aussi qui va prendre la relève. Puis, avec ça, tu sais, on avait Black Manta qui allait tuer l'enfant, mais dans le fond, on répète la même affaire qui s'est passée au début où Aquaman va arriver avec son trident, il va l'arrêter, puis il va dire touche pas à mon gars. C'est comme la même affaire là, qu'au début. Là, c'est comme les idées sont répétées. Mais c'est ça. Dans le fond, Mera va sauver Orm. Va sauver, je veux dire, Aquaman. Orm, lui, il est mis hors d'état de nuire, mais finalement, c'est ça. Lui, il va arriver, là, puis il va. C'est lui qui, finalement, il va ramasser le trident quand Orm, pas Orm, Black Manta, va essayer là, de lancer le trident pour tuer Mera. Mais que Orm va ramasser le trident, puis que là, dans le fond, il va comme devenir possédé par Cardax. C'est un petit peu mélange, je pense à dire, là. Tout ça ensemble, là, c'est comme tous les personnages là, sont là, dans le fond. Mais c'est ça, au dernier moment, Mera, elle, se fait sauver. Puis là, ça reste comme peut-être un moment, je ne vais pas dire que c'est le meilleur moment du film, là, mais je pense que, des fois, là, on a tout le temps le gros combat final entre le bien et le mal, que des fois, quand on atténue ça, puis ça reste juste, ça devient comme un peu une discussion. Des fois, je déteste pas ça. C'est cliché, je veux dire, on pourrait dire que c'est cheap comme fin, mais je veux dire, avoir Black Manta ou Cardax qui se bat contre Aquaman, là, avec des coups qui finissent plus, à la Zod et Superman ou n'importe quoi, là, on a déjà vu ça. Fait que, de juste avoir une discussion entre Orm et Aquaman, que en bout de ligne, Orm, c'est lui qui doit arriver et dire qu'il laisse aller le trident, qui fait confiance à Aquaman. Puis c'est ça, en bout de ligne, comme le combat final. C'est ça qu'on a essayé de construire pendant la dernière heure, puis que, dans le fond, qui porte fruit à ce moment-là, en bout de ligne, que c'est Orm qui décide là, que ça termine là. Je pense que c'était quand même un bon choix. Moi, honnêtement, là, il y en a qui vont arriver et vont dire que ça tombe à plat. Je comprends pourquoi, parce que je veux dire, on s'attend peut-être à vraiment un gros combat. Mais on l'a eu avec Black Manta. Là, comme Cardax, il se promène de corps en corps. Puis, je veux dire, c'était un petit peu n'importe quoi.
Mais que ça finisse un peu avec ce genre de duel entre les deux frères, mais que ça ne devienne pas physique. Ça, j'aurais pas aimé ça, par contre. Tu sais, que finalement, que ça soit Orm là, qui reprend le contrôle, puis que, dans le fond, qu'ils se battent pendant le prochain 5 minutes, là. Que finalement, qu'il doit tuer Orm ou quelque chose de même, là, ça, j'aurais pas aimé ça. Cette partie-là. Je trouve que juste que ça reste entre les deux, puis que dans le fond, c'est juste le personnage de Orm qui doit avoir comme passé, d'avoir mûri peut-être, puis d'avoir comme pardonné à son frère. Pendant tout le long du film, il comprend des choses un peu là, le point de vue là, de Arthur, là, de Aquaman, qu'en bout de ligne, il serait peut-être encore roi si, mettons, il n'aurait pas été il aurait été plus ouvert à lui en bout de ligne. Là, dans le fond, ça n'aurait pas tout tombé sur lui. Il y a toutes des petites affaires de même là, qui fait des réalisations au courant du film. Quand on arrive à ce moment-là dans le film, ça passe mieux. Puis, c'est ça. C'est un petit peu nono rendu là, ça finit là, où que, dans le fond, on va lancer là, le trident envers Kordax, que lui, parce que Orm, lui, a ramassé Aquaman, puis il y a du sang qui est tombé là, sur l'endroit là, pour faire le sacrifice, puis que, je veux dire, il y a une petite goutte de sang qui tombe dessus, puis ça réanime Kordax. Fait qu'on va lancer le trident noir envers Kordax. Kordax va le retenir, puis finalement, Orm va donner le trident à Aquaman, son trident à lui. Puis que finalement, il va comme détruire Aquaman va lancer le trident, puis il va détruire le trident noir et Kordax en même temps. Bon, ok, c'est une pierre deux coups. Puis c'est ça en bout de ligne. C'est nono un peu, mais en bout de ligne, là, ça fait que tout s'écroule alentour, tout le côté magique qui retenait tout ça, tout s'effondre. Il y a Black Manta qui a été ramassé là-dedans, puis que finalement il tombe dans une crevasse. Puis Aquaman, cette fois-là, il va y tendre la main pour essayer de sortir du trou. Et Black Manta, il va lui dire jamais, tu sais. Puis dans le fond, il va peut-être tomber à sa mort, il va peut-être pas tomber à sa mort. Oui, il va se cogner en descendant. Peut-être qu'il est mort, mais bon, tu sais, je veux dire, je pense qu'on ouvre la porte si des fois on a besoin de lui pour un troisième film, il est là. Si, mettons, le film finit là, il est mort. Tu sais, je trouve que le choix, il est intelligent de l'avoir fait de même, mais en même temps, il aurait pu arriver, puis juste les deux accepter que ce qui s'est passé. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, bon, dans ses yeux à lui, Aquaman a tué son père, puis on n'a pas vu un moment où il aurait pu repenser. Ça aurait pu être forcé pour Black Manta de dire, c'est beau, j'arrive, puis j'accepte, tu sais, je veux dire que cette fois-là, tu me sauves. Le personnage n'allait pas dans cette direction-là. Il aurait fallu qu'il y ait un moment où ils comprennent qu'il était peut-être dans le côté, là, dans le mauvais côté au départ, tu sais, puis que dans le fond, là, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'était le meilleur choix qu'on a fait, là. Fait qu'il se sauve de là, puis finalement, ça se ferme quand même assez rapidement là, pour les histoires de nos personnages, où ils vont se trouver là, un petit iceberg, puis ils vont jaser ensemble, en regardant toutes les morts alentour. On va donner l'option à Orm. Bon, tu peux toujours en retourner là, pour te faire réemprisonner. Ou tu peux arriver, puis genre, qu'on se dit que ton corps a été perdu au travers là, de tous les milliers de morts alentour, puis que, tu sais, je veux dire, va juste comme te cacher, là, puis éventuellement, peut-être qu'on va t'oublier, puis qu'on va pouvoir faire quelque chose là, en tout cas, éventuellement, on va pouvoir te ressortir pour éventuellement, peut-être, Aquaman 3. C'est ça, dans le fond, c'est un peu toute l'histoire de rédemption, là, tout ça, on ferme ça, je veux dire, finalement, il dit, bon, il s'appelle son frère, tout ça, on savait que ça allait arriver, là. En bout de ligne, là, c'est pas, c'est comme la base là, d'écriture. Ça finit pas mal pour nos personnages, puis c'est comme on a quasiment un épilogue là, d'histoire, où dans le fond, on va avoir les Aquaman qui va se tenir comme la tête là, du monde marin,
qu'il va aller rencontrer là, les Nations Unies, puis que dans le fond, ils vont s'entendre là, pour, dans le fond, là, pour le bien de l'humanité. Là. Tu sais que t'aimes, mais c'est ça. À quelque part, là, c'est un peu une sous-histoire que finalement on conclut. Là. Il va finir sur une note là, qu'il va dire que c'est Aquaman, puis dans le fond, il va partir là, en délire, comme il fait un peu pas mal tout le long du film, là, puis même le premier film, là, où il porte tout le temps un peu sur le party. On finit avec la tune Born to be Wild. Là. Au début du film, on l'avait la tune aussi, là, mais on a comme fait un remix là, de cette chanson-là. Bon, c'est un peu là, l'atmosphère du film. Là. Ça représente très bien là, le personnage de Iron Man, là, pas Iron Man, de Aquaman là, avec la chanson là, de Born to be Wild là, en bout de ligne. Là. C'est une très bonne tune pour le caractériser. Là. Il va y avoir comme une scène là, post-générique. Là, on voyait là, avant le générique où finalement, il y a Aquaman, là, pendant les discussions qu'il y avait avec Orm là, quand il était sur Skull Island, je dis, là, l'île du diable, là, parce qu'il parlait, là, dans le fond, de la nourriture là, pour les terriens, puis que c'était pas la même nourriture. Que Orm, il sait pas c'est quoi, là, tout à fait, là. Puis il va parler d'un cheeseburger, puis dans le fond, là, Orm va finalement manger un cheeseburger là, dans la dernière scène. Puis dans le post-générique, dans le fond, Aquaman, il avait essayé là, il a montré là, une coquerelle là, quelque part, puis il dit on mange ça, nous autres aussi. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Là, en Amérique du Nord, on n'en mange pas vraiment, là, mais je veux dire, je pense que c'est en Chine où ils mangent vraiment beaucoup de coquerelles. Là, moi, personnellement, je n'ai jamais mangé. C'est pas là, dans mon ambition de manger des coquerelles, mais bon, ça a l'air que ça se mange, là, dans le fond. Préférablement cuite, ça a l'air, mais en tout cas, bon, ça a l'air que ça se mange pareil, là, mais c'est juste dangereux pour avoir la salmonelle ou plusieurs autres bactéries que la coquerelle elle pourrait traîner sur elle. Mais c'est ça, on en fait un peu un gag à ça, où dans le fond, il voit une coquerelle là, sur sa table, puis il va mettre la coquerelle là, dans son hamburger ou son cheeseburger. Et que finalement, ça va être. Il va trouver le hamburger pas mal à son goût. Je m'attendais à peut-être une dernière scène finale ou quelque chose de même, là, un genre de lien, ou peut-être finalement une scène avec Batman, quelque chose de même, mais finalement, c'est ça. Il n'y a absolument rien après tout le générique, ce qui est quand même un petit peu dommage, à quelque part, parce que dans le fond, il n'y a rien de vraiment aligné là, pour 2024. Fait que, juste avoir un genre de quelque chose, mais c'est pas être la fin du DCU, EU. C'est juste que ça aurait été le fun d'avoir peut-être, je sais pas, un genre de clôture d'une manière, quelque chose de même, là, qui ait comme un peu une genre de fidélité, là, ou quelque chose de même. Peut-être pas un super gros punch, mais juste comme qu'il avait fait là, dans The Flash, où The Flash est allé prendre un verre avec Aquaman, puis ça finisse de même, mais il pourrait avoir genre la scène inverse, quelque chose de même avec Flash ou avec Batman, n'importe quoi. Juste une dernière petite scène, juste pour comme fermer ça, tant qu'à ça, surtout qu'on a comme confirmé là, que je veux dire, les acteurs allaient pas revenir. Alors, en conclusion, c'est un film, visuellement, il est mieux réussi là, que beaucoup là, des derniers films de DC. Là. En tout cas, visuellement, je l'ai trouvé quand même assez bien. Là. Il est beaucoup mieux là, que le film là, d'Aquaman 2018. Même s'il y a quelques petites bouts, là, ça laisse à désirer, mais il y a tellement d'effets visuels là, que pour ce que c'est, là, c'est très acceptable. Mais comme j'ai dit, The Flash, là, moi j'ai eu aucun problème avec le visuel. Puis il y a des gens là, qui sont partis, là, qui ont juste comme parti en vrille, puis dit ils sont horribles. Bon, les contextes différents aussi dans The Flash, on a un changement temporel, tout ça. Puis du coup, moi je me dis, c'est normal que le visuel n'est pas parfait. En quelque part, il y a quelque chose qui se passe, là, puis tout ça, puis en tout cas, je trouve ça correct. Là, je trouvais ça comme un esthétique correct pour ça. Bon, le film a été attaqué pour ça. Le film d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a plus de définition. C'est mieux fait en général, là, mais
Il y a toujours des effets un petit peu, là, quand Aquaman est assis dans son trône, tout ça, il y a des effets là, qui sont un petit peu douteuses, mais bon, honnêtement, là, j'ai pas de problème avec le visuel du film aujourd'hui. J'aime beaucoup là, la dynamique entre Aquaman et Orm. Ça fait pas mal le cœur du film. Puis ultimement, je pense que j'aime bien le fait que le film fait comme qu'il va y avoir une duologie entre le film d'Aquaman et le film d'aujourd'hui, là, le Royaume perdu. Qu'on n'a pas de porte. On a des portes ouvertes, mais si vraiment on veut un troisième film, on va avoir une porte. Si on veut que ça termine là, ça termine là. Fait que ça, j'apprécie beaucoup qu'il n'y a pas comme d'ouverture vraiment là, flagrante. Là. C'est pas vraiment énorme. Là. On peut faire n'importe quoi. Il y a une suite, il n'y a pas de suite, c'est pas plus grave que ça. J'apprécie beaucoup ça. C'était un peu ma peur, à quelque part, qu'on finisse un film, puis qu'on finisse tout ça, puis qu'on se dise, là, il va se passer quoi après, puis finalement, qu'on a tiré la plug, puis en plus, ils le savent. Fait que, un petit peu comme Black Adam, mettons, là, qu'on a Superman qui apparaît à la fin, puis finalement, il se passe absolument rien. Fait que j'avais peur un peu pour ça. Fait que on a enlevé ça, puis je veux dire, c'est parfait, le film se tient tout seul. Sauf que le film est quand même blanc. Il est comme... tout est redondant un peu. Ça tombe un peu. C'est quasiment juste pour créer des gags, qu'on répète des affaires, mais... En bout de ligne, ça tombe à plat. Je veux dire, quand on regarde le produit fini, ça tombe qu'on a voulu comme tellement faire un setup pour ramener tellement le même gag que ça tombe à plat. Rendu là, il n'y a comme plus de... ça l'amène à rien. Puis je pense pas que c'est à cause que James Wan est un mauvais metteur en scène puis qu'il savait pas quoi faire, honnêtement. Je pense que le gars il est assez intelligent. Il a fait, il a créé des franchises là, qui rapportent. Fait que le gars il sait faire quelque chose, mais c'est comme s'il s'est forcé sur quelque chose que finalement qui a tombé à plat. C'était peut-être un exercice de réalisateur qu'il a fait, voir qu'est-ce que ça l'a donné. Et honnêtement, ça a frappé un mur, ça a frappé là, quelque chose qui a de l'air drabe. Fait que c'est bien plate là-dessus, puis c'est ça, ça fait que toutes ces répétitions-là fait que toutes les scènes d'action, les avancements de l'histoire tombent à plat. C'est rendu là, fait que c'est comme ça tombe que le film, mais je vais finir avec un jaune, puis honnêtement, j'ai aucune idée c'est quoi j'avais donné officiellement là, sur le podcast là, au premier film. En écoutant les deux films là, rapprochés, les deux, honnêtement, je les aime pas mal égales. Pour sur le même pied, mais pour différentes raisons. Là. Honnêtement, je pense que le film de 2018 est plus fort en tant que tel, mais sauf que les inégalités avec Amber Heard puis Aquaman, tout ça, fait que le film, là, je ne trippe pas bien sur le premier film pour ça. Puis, dans le fond, là, avec ce que je viens de dire, là, c'est pas mal égal, là, en fait, de vouloir revoir le film. Là, c'est pas mal égal, là, le film là, de Aquaman 2018 puis le film d'aujourd'hui. Fait que je reste pas déçu tout à fait du produit, mais, honnêtement, j'avais descendu un peu là, mes espérances en rentrant dans le film. Fait que, bon, je me dis, c'était la meilleure manière de rentrer, je pense, de ne pas avoir trop de grosses espérances. Puis, bon, c'était correct. Fait que, un jaune, là, c'est correct en bout de ligne. Je vais-tu vraiment les réécouter, le 1 et le 2? Pas tout de suite. Honnêtement, je ne suis pas pressé. Là. Si, admettons, il y a un Director's Cut, quelque chose en même là, qui sort, là, peut-être que je serais intrigué là, pour voir qu'est-ce que ça peut avoir de l'air. Mais bon, tu sais, tous les trois autres films qui ont sorti cette année, là, je les ai pas réécoutés. Là, j'en possède deux. Là, j'ai Flash et Shazam, puis je les ai pas réécoutés. Là. C'est sûr que Shazam, c'était probablement le pire film là, de cette année, là, tant qu'à moi. Là. Je pense, mettons, juste pour faire un podium là, des films là, de cette année, là, je dirais que, bon, Flash, ça reste quand même le film que je pense que j'ai mieux aimé là, dans toute l'année. Peut-être
bon, ce film-là ou Blue Beetle, c'est pas mal sur le même pied. Là, puis Shazam, ben, je veux dire, c'était une atrocité, honnêtement. Là, c'est pas un film que j'ai envie de revisiter prochainement. Ce qui est plate, j'ai quand même en face de moi tous les films, là, comment ils ont rapporté là, depuis là, le début du DCU. Puis il est clair que dans le fond, au tout début, c'est là où que ça marchait fort, jusqu'à temps là, qu'on frappe Aquaman en bout de ligne. Là. Aquaman est le film le plus rentable là, de DCEU. Puis savoir que ça va finir avec peut-être là, 200 millions, quelque chose en même là, au global, là, c'est vraiment assez triste rendu là. Mais tu sais, quand on regarde Man of Steel, Batman v Superman, Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League, ben tu sais, ça passe le demi-milliard. Le demi-milliard. Puis, tu sais, amplement, là, il y en a 800, 700, là, tu sais, c'est dans ces eaux-là. Puis Justice League, c'est peut-être le moins rentable là-dedans, en bout de ligne. Mais ben, c'est la version de Joss Whedon, bien sûr. On a Aquaman qui dépasse le milliard. Puis après ça, ben, on chute Shazam qui fait quand même 360, Birds of Prey 200. On se tient pas mal alentour du 150-200 là, pour la plupart. On a juste eu une coupe. Là, on a Shazam qui est quand même pas pire, pareil. Pas Shazam, The Flash, avec des recettes là, de 270 sur un budget de 200. Là. Je veux dire, c'était pas assez pour rentrer, pour rentabiliser, mais en bout de ligne, c'est quand on a commencé là, la lignée avec du 700 milliards, 700 millions, puis que là, ben, on ramasse des miettes quelque part. Là, je pense qu'on a essayé le tout pour le tout là, avec Flash, puis c'est ça, ça a juste pas collé. Puis même on a Black Adam qui s'est ramassé là, au final là, avec un 400 millions. Là. En bout de ligne, là, il est rentable, là, ce film-là. Là, pas beaucoup, mais il est quand même rentré en masse à son argent. Là. Fait que c'est comme un des seuls dans les derniers, mais pas c'est pas des grands films là, en tant que tel là, pour les derniers films. Fait que c'est un petit peu plate de finir sur cette note-là, avec, avec le film d'aujourd'hui. Parce que, dans le fond, ça n'a pas d'avenir en tant que tel. Il y a du monde aussi qui ont jeté l'éponge bien avant Flash. Comme je mentionnais tantôt, le monde qui disent il n'y a plus d'avenir, fait qu'on y va pas, on n'est pas intéressé, tout ça. Mais, je me dis toujours, comme j'ai dit tantôt, c'était le temps de faire entendre votre voix. C'était à Flash. Et c'est là où il fallait arriver et dire que vous étiez là pour supporter Snyder. Le Snyderverse, c'était à Flash. Au pire, même avec le film d'aujourd'hui, c'est le temps, si mettons, vous voulez supporter le Snyderverse, c'est là, je veux dire, si vous voulez encore avoir Jason Momoa en tant qu'Aquaman, ben c'est le temps de donner votre 20$ puis aller au cinéma puis aller supporter le film. Mais c'est la manière que ça va, ben on va tout recaster tout le monde au complet. Wonder Woman, c'est plate. Je pense que c'était peut-être la meilleure actrice était née pour ce rôle-là. Puis, en tout cas, malheureusement, on va avoir une autre actrice qui va prendre son rôle. Jason Momoa est supposément en négociation pour peut-être, dans le nouvel univers, faire le personnage de Lobo. En tout cas, on verra qu'est-ce que ça pourrait donner. Là, si, mettons, je pense que physiquement, il y aurait pas mal la face pour ça. Mais honnêtement, je pense qu'on devrait repartir avec des nouveaux acteurs, nouveaux personnages, tant qu'à ça. Je veux dire, tant qu'à faire une coupure, faites une coupure. C'est bien plate, là, mais en bout de ligne, c'est commencer à reprendre le même acteur pour faire un autre personnage. Là, c'est pas une bonne idée. Est-ce que je voudrais qu'on fasse un genre là, de Elseworld ou quelque chose de même, puis qu'on continue là, le Snyderverse d'une manière? Il y a toujours des rumeurs, des affaires de même, là, des fake news, beaucoup. Là. Honnêtement, je pense que ça va juste rester fake news. J'aimerais-tu avoir Justice League 2, Justice League 3? J'aimerais ça, mais sauf que le fait que Zack Snyder il a déjà dit qu'est-ce qu'il allait faire comme histoire,
ben ça sert plus à rien en bout de ligne. Là. Ils filmeront pas des films qui ont tous dit les punchs en bout de ligne. Là. Fait que je pense que j'en ai parlé là, sur un pod, je sais pas lequel, là, mais en bout de ligne, là, éventuellement, là, je pense dans le deuxième film, Superman allait être comme quasiment l'antagoniste là, du film. Puis qu'éventuellement, ben, il allait virer dans le temps, puis tout ça, puis il allait. Batman allait se sacrifier là-dedans parce que c'est ça, il savait pas sacrifier, puis dans le fond, c'est lui qui est comme tout le fond de la base en bout de ligne, le conflit qui allait faire mourir Lois Lane, puis qu'éventuellement, ben, pas directement, là, mais je me rappelle pas exactement comment, là, puis éventuellement, ben, il allait comme réussir à défaire ça. En se sacrifiant lui-même, puis que finalement, ben, ça allait revenir dans le temps, puis que finalement, Lois Lane et Clark allaient avoir éventuellement là, un enfant ensemble, puis qu'il allait comme rendre hommage à Bruce Wayne avec ça, en le nommant Bruce Kent, quelque chose en même. Là. Puis en tout cas, je veux dire exactement le chemin, là, je ne me rappelle plus exactement, là, c'est pas mal juste les idées que j'ai, mais tu sais, cette histoire-là a été racontée, fait que Zack Snyder, pour l'instant, n'a plus d'intérêt à revenir là, dans le DC Universe, quelque part, fait que, tu sais, bon, il faut passer, je pense, à autre chose, honnêtement. C'est bien plate, mais c'est ça, à quelque part, le monde ne se sont pas pointés pour la fin du Snyderverse. Puis c'est tout ça ensemble. C'est sûr que ce qui est plate là-dedans, c'est qu'on a eu la COVID. Tu sais, il y a beaucoup de films là-dedans, Wonder Woman, Suicide Squad, même Birds of Prey. C'est tout sorti pendant le temps de la COVID. La COVID n'avait pas frappé le Québec encore là, en février 2020. Mais mondialement, ça a commencé à brasser un peu. Là, fait que c'est tout ça un peu là, que ça l'a affecté beaucoup là, toute la deuxième moitié là, du DCU. Fait que c'est ça. Fait que bon, probablement que le prochain épisode qu'on va faire là, dans la rétrospective de DC, ça va être probablement le prochain film là, de Superman, là, Superman Legacy. Sinon, ben c'est peut-être la série là, sur The Batman que ça pourrait être intéressant. Il y a toujours la mini-série là, de Watchmen que je n'ai pas écouté. Peut-être que je pourrais faire ça là, au courant de l'année. Je ne sais pas. Je t'entends un peu de regarder des affaires. Sinon, ben là, on est rendu à la fin de l'année. Là, c'est le dernier podcast là, de 2023. Pour 2024, il y a plusieurs films là, dans quasiment la première moitié de l'année. Je ne sais pas exactement comment je vais aligner ça. J'ai quasiment pas grand trou en bout de ligne avec ça. J'ai un épisode avec Christophe sur Who Can Kill a Child et son remake, là, Come Out and Play. Que j'ai enregistré avec lui là, dernièrement, puis que dans le fond, je vais sortir là, dans les prochaines semaines. J'ai quelques trous aussi là, où je veux parler peut-être le Star Trek 2 avant que Star Trek recommence à la télé. Puis j'aimerais juste peut-être en donner un petit coup là, dans la MCU, peut-être faire les deux Hulk, au moins juste pour donner quelque chose pour avancer. Puis j'ai quasiment plus de place dans le fond là, c'est parce que j'aimerais ça parler de La Planète des Singes, là, les 9 films là-dedans. Plus le nouveau film, là, dans le fond, les 5 films originaux, le remake de 2001, je pense, là, de Tim Burton, puis les 3 films là, qui ont suivi là, il y a une quinzaine d'années à peu près. Là. Ça, dans le fond, je voudrais parler de tout ça, d'essayer de donner un épisode pour chacun pour essayer de faire un regroupement. Là, parce que je ne suis pas encore trop certain de comment que je voudrais avancer ça. Il y a le nouveau film de Mad Max, le spin-off là, Furiosa, fait que je vais parler là, de faire tous ces 5 films-là. Puis il y a aussi, il y en a un qui m'échappe là. Ça m'échappe. C'est comme une idée fantôme qui me passe là. Ah, oui, c'est ça. Ghostbusters. Fait que j'aimerais bien faire Ghostbusters, dans le fond, le nouveau film de Ghostbusters. Fait que tout ça ensemble, ben ça fait que j'ai quasiment tous les premiers 6 mois là, de l'année 2024 là, de planifier. Là. Il me reste vraiment plus grand trou là, pour faire aucun film au travers de ça.
Fait que ça ressemble à ça pas mal là, pour les prochains 6 mois, exactement comment j'embarque ça dans l'horaire, parce qu'il y en a des films que ils vont embarquer. En tout cas, je vais comme embarquer ça là, dans un côté qui a du sens. Puis en même temps, je veux pas faire 10 semaines là, de Planète des singes. Je veux pas faire 2 mois et demi là-dedans. Fait que je veux essayer de trouver une manière là, pour que ça soit un petit peu plus dynamique. Peut-être que je vais sauter des semaines, puis je vais faire 2 franchises en même temps. Je sais pas. Honnêtement, là, j'essaie de trouver la manière là, la plus fun là, de faire les rétrospectives. Puis faire le plus de diversité. Mais c'est ça. À quelque part, là, des fois aussi, c'est plus facile aussi là, quand on est juste là, tout le temps là, dans la même ambiance, puis juste faire de semaine en semaine aussi là, d'avancer. Là. Mais c'est beaucoup la Planète des singes là, qui me donne un peu là, comment faire ça. Là. Est-ce que vraiment là, on se lance là, pour plusieurs semaines là, à faire juste ça là, pendant tout un temps. Là. Fait que c'est ça va être. Je vais tout trouver un plan là, dans les prochaines semaines là, et pas mal revenir avec ça. Là, fait que pour la semaine prochaine, je sais pas c'est quoi. Tout ça pour dire là, est-ce que ça va être l'épisode avec Christophe, ça va être Star Trek ou ça va être Hulk. C'est pas mal une des 3, mais éventuellement, vous allez avoir un post sur Facebook qui va vous dire qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. C'est pas mal tout pour l'année. Je vous souhaite une belle année 2024. Puis un joyeux temps des fêtes, dans le fond, là, pour terminer ça. Si maintenant vous êtes nouveau au podcast, vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à aller sur le site internet du podcast, premiervisionnement.com. Vous allez trouver toutes les rétrospectives qui ont été faites avec le podcast, avec ou sans invités, plusieurs invités dans le fond là, au courant des années. Là, mais du coup, je vous invite à aller fouiller un peu sur le site internet et trouver ça. Sinon, c'est sûr, vous pouvez toujours prendre un feed, là, que ce soit sur n'importe quoi, Spotify ou n'importe quel distributeur de balado, vous allez trouver le podcast. C'est juste que le site est toujours plus facile pour trouver là, les épisodes en question, pour savoir exactement ce qui a été fait, là, parce que là, on approche là, les 500 épisodes là, pour le podcast, fait que vous pouvez avoir un petit peu de misère à trouver un film en particulier. Sinon, vous pouvez suivre le podcast là, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et c'est ça, liker et discuter là, dans le fond, sur l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez. Puis au pire, si maintenant vous écoutez un épisode, là, je vois beaucoup des fois de téléchargements d'anciens épisodes. Si vous avez quelque chose à dire sur un ancien épisode, retrouvez juste l'épisode en question. Puis n'hésitez pas à laisser votre commentaire dessus, je vais pouvoir le lire. Puis c'est toujours le fun là, de voir du monde qui retourne en arrière là, avec le podcast. Là, puis des fois, dans le fond, qu'il se passe quelque chose aussi là, dans les archives. Là. Fait que c'est quelque chose aussi que j'aime bien voir. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, si vous avez besoin de moi, allumez le bat signal ou allumez le mat signal plutôt. The pen is truly mightier than the sword. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. The very fate of our nation rests on the shoulders of Jonah Hex. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. What are your superpowers again? I'm rich. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger les épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. You can save a cow. You can save all of them. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. Some days you just can't get rid of a bomb. En espérant vous voir au prochain épisode. We used to want to end war and bring peace to mankind. Why are you here? I'm here to fight for truth and justice in the American way.